Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Parole d'Honneur en ce mardi. Donc, grâce au nouveau studio, on peut faire des émissions en dehors du lundi. Et on est ce soir ensemble pour parler d'un sujet très important d'actualité et que je sais que beaucoup de gens attendent, la guerre Iran-Israël. Et j'ai pour parler de ce sujet, j'ai à mes côtés deux personnes très pertinentes sur ce sujet. À ma droite, Sazis Kovelakis. Un habitué, bonsoir. Comment je te présente? Militant marxiste, membre de la France Insoumise? Philosophe, militant LFI, membre de la rédaction de Contretemps. Je crois que c'est déjà suffisant. C'est un beau CV, c'est un beau CV. Bon. Bah, bienvenue, hein. Ouais. Enfin, bienvenue, mais t'es là chez toi de toute façon. Un plaisir de t'avoir. Un plaisir. Merci. Et à ma gauche, Youssef Boussouma, militant Enchanté. décolonial, membre du QG décolonial, membre de Parole d'Honneur Ça va. et directeur des Brigades tunnelières de Paris. Et bientôt du monde, Des apparemment. relations extérieures. Ah, des relations extérieures. Des tunneliers de Paris, je t'en prie. Voilà. Plaisir de t'avoir encore une fois. Avant de commencer, petit moment promo. Alors, le magazine Nous 3 sur les petits blancs, fascisme ou révolution, toujours disponible. Le magazine numéro 1, Genre et Empire, est disponible aussi en PDF en ligne. Et je pense le magazine numéro 2 sur terroriste, c'est celui qui dit qui est, qui sera bientôt, j'imagine, bientôt disponible en ligne en PDF. Et le 4 arrive bientôt, mais on vous le dira ça dans un moment ultérieur. Alors, pour commencer, juste pour que les spectateurs, les spectateurs, ouais, c'est ça, les spectateurs puissent comprendre un peu le schéma de cette émission. Et on va commencer par un petit point historique pour avoir des petites billes, pour que les gens comprennent en fait l'implication des Occidentaux dans cette région-là depuis plus de 50 ans, voire plus de 100 ans. On va faire un petit point rapide sur l'histoire. Ensuite, on parlera en particulier de la question du nucléaire iranien, puisque beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire des armes nucléaires? Pourquoi ils sont autant impliqués dans cette question du nucléaire? Est-ce que c'est des raisons existentielles, économiques, politiques, géopolitiques? Ensuite, justement, en parlant de géopolitique, on va voir les implications de cette guerre entre Iran et Israël qui a débuté le 13 juin, mais qui a en fait des réminiscences de plusieurs choses depuis plusieurs années. Donc des implications géopolitiques, économiques. Ensuite, un point très important, les réactions franco-françaises vis-à-vis de la guerre Iran-Israël, à la fois les réactions du chef de Macron et même de manière générale des ministres, les réactions médiatiques, comment l'ennemi iranien est vraiment mis en exergue et montré comme un ennemi de l'extérieur et qui est le produit de toute une machination. La question du droit international, dont on a parlé hier midi, c'est ça? Hier midi, on avait un invité pour parler de cette question-là. Et enfin, bien sûr, les perspectives, mais c'est difficile d'avoir des perspectives alors que la guerre est peut-être en cours, voire est terminée, puisque, voilà, première information, on a un cessez-le-feu qui, a priori, serait acté depuis cet après-midi entre Iran et Israël. Encore à voir, parce que c'est encore flou. Bon, justement, on va en parler. Donc, pour commencer, Youssef, Statis, un petit point historique. Bon, pour que les gens savent, j'imagine, mais je vais le répéter, il y a une révolution en 78-79, une révolution dite islamique qui fait tomber le régime du Shah et qui met au pouvoir notamment les khoménistes. Et depuis, évidemment, il s'est passé plein de choses, mais il y a un régime de sanctions qui est en place depuis plus de 40 ans, qui a des conséquences évidemment sur les questions politiques, géopolitiques et économiques, mais même sur la population iranienne qui a du mal à avoir des médicaments et autres. Eh bien, ces sanctions sont ponctuées de négociations entre l'Iran et les puissances occidentales et même mondiales pour lever les sanctions, notamment autour du nucléaire iranien. Eh bien, ces négociations, ces sanctions-là ont culminé un peu avec cette guerre qui a débuté le 13 juin entre Israël et l'Iran, avec l'accord de Trump et des Américains. Mais justement, peut-être Youssef, tu peux commencer sur le point historique pour nous montrer en fait la genèse de toute cette relation conflictuelle entre l'Iran et les États-Unis, mais de manière générale les puissances occidentales. Si tu peux revenir, je ne sais pas à quelle époque tu aimerais revenir. Quelle époque La Seconde Guerre mondiale peut-être avec les soviétiques. Revenir, c'est toujours un problème de... Voilà, on ne va pas revenir à... on peut partir effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'Iran, d'abord, l'Iran est un pays qui n'a jamais été colonisé, hein, faut quand même le savoir, et ça marque des populations. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas eu des tentatives impérialistes contre l'Iran, bien sûr, et l'Angleterre principalement, parce que l'Iran est un pays pétrolier, donc qui très rapidement va intéresser les impérialistes, hein, et les impérialistes qui d'ailleurs vont réussir à s'emparer du pétrole iranien, mais il n'y aura pas de colonisation formelle de l'Iran. Alors l'Iran va être un enjeu, et d'ailleurs on le voit quand même sur la carte, je ne sais pas si on peut voir un petit peu la carte, mais on voit que l'Iran est un pays qui a 13, 14 frontières, quelque chose comme ça, et qui a énormément de frontières, voilà. Au moins, ouais. Et donc qui fait quelque chose comme 3 fois et demi la France, je crois. Hein. Et c'est un pays qui est très très vaste, qui a plus de 90 millions d'habitants,
Et donc on voit bien que l'Iran, c'est un peu le cœur du monde. Hein. C'est vraiment entre l'Asie occidentale, l'Asie du Sud. Et donc il y a une importance considérable. L'Iran a une importance stratégique considérable et était vraiment situé entre le monde soviétique, hein, regardez avec frontière avec Azerbaïdjan, etc. Hein, le monde arabe, pas loin aussi du monde indien, et pas loin non plus également, à travers les pays arabes, du monde occidental. Donc on voit bien que l'Iran est un pays qui a une importance stratégique considérable. Et d'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, alors l'Iran n'est pas du tout intervenu dans la Seconde Guerre, à aucune des guerres d'ailleurs, n'a participé à aucune des guerres, l'Iran, il faut quand même le dire, n'a pas mené d'expédition à l'extérieur. Il y a une collection de peuples en Iran, il y a une collection de peuples aussi, hein, on parle des peuples d'Iran, il y a un petit peu comme toute la région d'ailleurs, hein, la Syrie, l'Irak, c'était aussi cela, hein, c'était les restes de cette extraordinaire collection de peuples, de religions, de cultes, de toutes langues diverses, hein, qui fait cette très belle diversité qu'en Europe qui a pu exister en Europe et qui a été écrasée depuis très très longtemps. Hein. Donc c'était pas le culte de l'État-nation, etc., etc. Donc c'est important de comprendre, hein, que les transferts on peut pas transférer comme ça des idées. Et la diversité, bon, ce mot, hein, est une réalité et voilà. C'est très important de comprendre cela. Donc on a en Iran toutes les religions monothéistes au moins, et même des qui ne sont pas monothéistes. Hein. Le zoroastrisme. Oui, le zoroastrisme. Qui a fasciné, hein, la pensée européenne. On pense à Nietzsche, par exemple, ainsi par les Zarathustra. Hein, et il y a encore des zoroastriens, hein, mais bien évidemment. en Iran. Hein. Mais bien sûr, il y a encore des zoroastriens. Voilà, donc on voit quand même que c'est un monde qui est extrêmement complexe, qui est d'une très extraordinaire diversité. C'est très important de comprendre cela. La façon dont les Français peuvent se projeter pour voir l'Iran, non, c'est pas... Et donc, du coup, c'est cet Iran-là qui a été un enjeu, bien sûr, parce qu'évidemment, il y a du pétrole en Iran. Et disons que l'antagonisme entre le monde soviétique et le monde occidental, la guerre froide, passe par l'Iran. Hein, la guerre froide passe par l'Iran, et on a une tentative... à la fin de la guerre, vers 1945 je crois, d'avancer des troupes soviétiques d'ailleurs en Iran, avec déclaration de l'Azerbaïdjan socialiste iranien, la République d'Azerbaïdjan. Ashgabat, je crois, était la capitale d'une sorte de république soviétique. Ouais, qui a été éphémère. Et un Kurdistan rouge aussi, un Kurdistan soviétique aussi. Oui, alors Kurdistan, donc on voit absolument l'abrégation de ces mondes, hein, différents. Donc voilà, c'était... Bon, l'Iran a réussi quand même à rester un petit peu... Mais en tout cas, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran subit quand même la pleine domination impérialiste. Hein. Il faut rappeler que l'Iran, à ce moment-là, est dominé par le régime du Shah aussi. Oui, la dynastie des Pahlavis. Alors, on va pas revenir sur la fabrication même de cette dynastie, parce qu'elle était fabriquée de briquet de broc. Trop long, ouais. Vous me direz toutes les... Mais là, dans le cas de l'Iran, c'était absolument incroyable, parce que l'ancêtre était vraiment un officier de l'armée qu'on a tiré, qui avait absolument aucune... Enfin bref... En tout cas, il avait l'avantage pour les impérialistes d'être docile. C'était surtout cela. Contrairement comment justement, je voulais un peu avancer dans l'histoire, contrairement à un autre homme qui n'était pas docile avec les Américains et les... de Mossadegh. Évidemment. Alors justement, Mossadegh était le premier ministre du Shah. Alors bon, on ne va pas revenir sur tout cela, mais il y a des mouvements sociaux, etc. Il y a des mouvements, des tentatives, donc démocratiques en Iran. Il y a des mouvements populaires très importants. C'était pas du tout un monde éteint. Hein. Et à tel point que en 50, à partir du début des années 50, eh bien le Shah d'Iran, sur pression populaire, va être obligé de prendre comme Premier ministre le docteur Mossadegh, Mohamed Mossadegh, hein, qui est un homme intègre. Alors on pourrait dire que c'est un bourgeois libéral, mais nationaliste, patriote. Hein, c'est très important. On reprend le contrôle du pétrole. Et absolument. Alors, à noter juste une chose, c'est que la gauche iranienne était puissante et dominée par le Parti communiste, le Parti Toudé. Le Toudé. Alors, sauf que le Parti Toudé a une attitude assez sinueuse, on va dire, hein, après la guerre. Il se prononce notamment pour le contrôle du pétrole iranien par l'URSS. Bah oui. Et il a suivi également une politique assez ambiguë, en fait, par rapport à Mossadegh. Alors, on s'attendait, on aurait pu s'attendre à une politique, disons, de type Front populaire, hein, après tout, hein, puisque Mossadegh, bourgeoisie nationale, en quelque
sorte libérale, etc., nationalisation du pétrole. On aurait pu s'attendre qu'un parti communiste soutienne ce type de programme. En réalité, c'était beaucoup plus ambigu que ça, parce que le Toudé suivait en fait aveuglément la politique soviétique, et la politique soviétique ne voyait pas d'un très bon œil en fait Mossadegh et ses tentatives. Hein. Donc le Toudé s'est aligné là-dessus, et il a commencé à perdre en crédibilité à partir de ce moment-là. Absolument, parce qu'il avait une forte crédibilité. Hein. Ouais. Disons que la révolution bolchevique a aussi ébranlé toute cette région. Hein. Elle a ébranlé la Turquie, l'Iran, etc. Et il y avait un vrai impact de la pensée communiste. Hein. Alors, par rapport à cela, donc il y a ce brave docteur Mossadegh, Mohamed Mossadegh, qui est nommé Premier ministre. Et lui, il a évidemment comme projet... alors on est au début des années 50, hein, il y a tout le mouvement tiers-mondiste qui est là, et il est aussi porté par cela. Hein, et donc, la première revendication de tous ces mouvements, c'est d'abord la réappropriation des ressources nationales, des ressources énergétiques. Voilà, ça c'est la première revendication de tous les pays du tiers-monde, d'un mouvement tiers-mondiste qui se respecte, c'est d'abord la récupération des ressources nationales. Parce qu'à ce moment-là, elles sont entre les mains de qui? Les Anglo-Américains. Voilà. Hein, les Seven Majors, enfin les entreprises anglaises. BP notamment. Alors, les Anglais d'abord, les Américains viendront ensuite. British Petroleum était vraiment en Iran. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est d'abord les Anglais, les BP, etc. C'est d'abord les Anglais. Mais partout, ça va être un petit peu ça. C'est les Anglais qui sont là, et après, progressivement, les Américains qui viennent et qui chassent un petit peu les Anglais. Le lion anglais est finissant, il est fatigué. Et partout, ça c'est à peu près. Et parfois, ils se font même des croche-pieds entre eux. Voilà. Alors, toujours est-il que Mossadegh décide de nationaliser. Et quand Mossadegh décide de nationaliser, pour lui, c'est logique. Genre, il fait même pas ça par défi. Pour lui, c'est naturel. Il faut que l'Iran se bâtisse, se construise. Et donc, ça va lui coûter sa place. Il va y avoir un coup d'État de la CIA, l'opération Ajax, si je me rappelle bien, et en 53. Oui, en 53, ça va être l'opération Ajax. Avec les services secrets britanniques aussi, après que la CIA. C'est vraiment un condominium. C'est pour que des gens... Voilà, c'est un condominium anglo-américain, vraiment. C'est prouvé, il faut que les gens... C'est vraiment la CIA qui a agi pour faire tomber un... c'est même plus que prouvé, puisque... Le docteur Mossadegh, non seulement ils l'ont chassé, mais ils vont le passer en procès. Ça ne suffit pas. Et il y a cette photo terrible de ce pauvre docteur Mossadegh qui a cru bien faire, et avec des chaînes, et à son procès, comme ça. Alors c'est très émouvant, il est là, le pauvre. C'est quoi votre crime? Voilà, alors on lui invente des choses, d'être l'homme des soviétiques, ce qui n'est pas du tout le cas, justement. C'est pour ça que je disais que c'était un bourgeois libéral. Enfin. Et donc Mossadegh va être exclu, il va d'abord passer par la casse-prison, hein, et ensuite le pauvre, il va finir ses jours. Voilà. Et ça, alors c'est très important de comprendre ça, ce traumatisme chez les Iraniens, de cette intervention impérialiste, pour les gens qui pourraient se dire, mais on ne comprend pas, voilà comment. Et ce qui s'est passé en Iran, s'est passé dans de multiples autres endroits, c'est ça. C'est que vraiment l'Iran représente bien cette domination impérialiste qui arrive, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les peuples s'éveillent à nouveau, hein, et puis donc veulent se réapproprier, veulent se construire, ils ne demandent pas la lune. C'est même pas des communistes fanatiques, extrémistes, radicaux, même pas. Hein, et on les empêche, et on casse ces expériences démocratiques. Justement, avant de te donner la parole, statiste, je veux que les gens comprennent que les gens pourraient se dire 53, c'était à longtemps. Ils disent, les Iraniens, c'est bon, c'était à 70 ans, les Iraniens peuvent oublier, machin, chose. Mais en fait, non, c'est très présent. Le régime du Shah. Non, mais c'est très présent. Et justement, ça amène à la chute. Oui, c'est ça, c'est très présent, parce que le régime des Pahlavis, qui continue après, donc le renversement de Mossadegh, est véritablement le gardien de l'ordre impérialiste occidental dans la région. Hein. Et il faut comprendre que le régime des Pahlavis, surtout sous l'impulsion du Shah Reza Pahlavi, je ne sais plus à quelle année il accède au trône, en tout cas... Mohamed Reza, c'est son fils. Ah pardon, Mohamed Pahlavi. Donc il organise, en tout cas en 68, si je me souviens bien, une énorme fiesta pour renouer avec le passé, voilà, exactement, la splendeur de Persépolis, avec beaucoup d'artistes occidentaux d'ailleurs qui participent à ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il met en place, il se veut le grand modernisateur de l'Iran. C'est une modernisation qui est imposée par le haut, qui est une occidentalisation, qui est extrêmement injuste sur le plan social, hein, qui conduit à la déstructuration de la société iranienne, à un exode rural massif, à une pauvreté énorme qui se concentre dans les villes. Et c'est un régime qui veut occidentaliser la société iranienne, mais bien sûr, on sait que cette occidentalisation ne peut concerner que les élites et une fraction minoritaire de la population, et ça va de pair avec un régime extrêmement répressif, sanguinaire en fait, hein, avec la fameuse SAVAK, la police politique, qui tue
par milliers, qui réprime par milliers, à la fois des libéraux, des démocrates. Hein, on l'a dit avant, hein, Mossadegh n'était pas du tout un révolutionnaire et pourtant il a été victime de la répression. Alors a fortiori, tout ce qui était gauche, communiste, etc., subit la répression sans pitié de la SAVAK. Les élites intellectuelles iraniennes ont toujours été extrêmement importantes, hein, et souvent extrêmement progressistes. Hein. Il y a une véritable avant-garde au cours des années 60, sur le plan culturel notamment en Iran, des écrivains, des poètes, des cinéastes, des peintres, souvent d'ailleurs en communication non seulement avec l'Europe, mais en particulier avec la France. Hein. Il y a un tropisme assez fort, je crois, par rapport à la France. Et il faut comprendre que le rejet justement de ce régime à la fois modernisateur, autoritaire, répressif et totalement au service de l'ordre impérialiste américain provoque chez les larges masses populaires de l'Iran la promotion de ce qui est perçu comme la culture iranienne, qui est fondée très largement sur l'islam. Hein. Donc la revendication de l'islam, qui est un islam chiite, hein, très majoritairement en Iran, donc une branche dissidente, on va dire, de l'islam, est une véritable, perçue comme telle en tout cas, considérée souvent comme telle par rapport au sunnisme, qui est considéré comme plus orthodoxe et qui est majoritaire, tout simplement parce qu'il est majoritaire. Ouais, hein, voilà. Donc tout ce qui n'est pas majoritaire est forcément hétérodoxe, minoritaire, dissident. On connaît on connaît la rengaine. Donc cet islam chiite qui a toujours existé parmi les masses, rencontre et revendiquée politiquement, d'autant que la répression qui est exercée contre toutes les structures, organisations politiques clandestines de la gauche fait que le clergé chiite est la seule force structurée, en réalité, qui se pose dès lors comme la force hégémonique d'opposition à cette modernisation capitaliste, autoritaire et occidentalocentrique qu'impose le régime du Shah. Néanmoins, pour en venir à la révolution de 1979, il faut dire deux choses. Hein. Premièrement, c'est un séisme politique absolument énorme. Hein. Je crois que Youssef et moi sommes assez âgés pour avoir ressenti en quelque sorte l'impact de l'événement. C'était énorme. Hein. Oui. C'était énorme et d'ailleurs personne ne s'y attendait. Hein. Je veux dire, tout à fait. Quand en 78, d'ailleurs la répression des premières manifestations populaires qui éclatent en 78 est énorme. Hein. La révolution iranienne est une révolution sanglante. Hein. C'est-à-dire c'est une population qui, malgré des centaines de morts par vagues successives, par vagues, on appelait ça les vagues humaines d'ailleurs. Descend dans la rue. Tout le monde pensait que le régime du Shah, avec sa modernisation, son développement économique incontestable, hein, avec l'appui évidemment inconditionnel des Américains et de l'Occident, était là pour durer. Hein, avec l'armée justement qui la contrôlait. On se disait que peuvent faire ces foules désarmées justement face à une armée extrêmement puissante qui appuie inconditionnellement le régime et la dynastie. Et pourtant, on voit que les peuples, quand ils se réveillent, sont capables de renverser même les régimes qui paraissent les plus invulnérables. Mais avec quand même quelque chose, c'est que l'armée se rallie au niveau comment ? Après, à partir d'un certain moment... Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il va y avoir un effondrement de l'armée. Voilà. Oui. Il y a effectivement un effondrement de larges de la troupe, de la troupe. Je ne parle pas des officiers supérieurs. Ils se replient sur des unités d'élite qui, elles, vont réprimer jusqu'à la fin. La deuxième chose, c'est que c'est une révolution populaire totale. C'est parmi les plus grandes révolutions du XXe siècle, en réalité. Ouais. Et ce n'est pas, parce que tu as dit, la révolution islamique, ce n'est pas comme ça qu'elle s'est présentée au début. Exactement. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. C'est que c'est vraiment... tous les secteurs de la société iranienne, aussi, ouais. Tout le spectre politique, et un spectre politique très diversifié. Ouais. Et là, il faut souligner deux choses. Hein. Premièrement, que même si elles sont minoritaires, et même si elles n'arrivent pas à pénétrer dans les couches, on va dire, les plus pauvres, les plus plébéiennes de la population, la gauche iranienne est puissante quand même. Très hein. puissante. Et il y a à la fois la gauche, on va dire, marxiste classique, hein, c'est essentiellement les fédayines du peuple, hein, parce que le parti Toudé est déjà affaibli en réalité à l'époque, hein, mais aussi un courant qui, au début, était un courant influent, qui était un courant islamiste de gauche, hein, les moudjahidines du peuple, qui vont très mal évoluer, mais ça c'est par la suite. Hein. Par contre, sous le régime du Shah, c'était une force d'opposition héroïque, avec victime de la répression, avec une forte audience parmi la jeunesse, parmi les couches urbaines. Le marxiste islamiste. C'est ça, c'était de l'islamo-marxisme. Il s'inspire beaucoup de Shariati, etc. Exactement, voilà. Shariati est une personne importante. Shariati est quelqu'un qui dialoguait avec Fanon, qui dialoguait avec Foucault, etc. Voilà, qui dialoguait
Sartre. Voilà, ami de Sartre. Donc c'est un penseur de l'islam, c'est un penseur qui se réclamait religieux, mais qui était en dialogue avec la pensée radicale européenne de son époque. Son influence était énorme. Il a une œuvre, je ne sais plus combien de brochures, etc., qui circulaient dans des tirages absolument considérable. Et donc, sous l'influence de Shariati, il y a un courant qu'on peut dire islamiste de gauche. Qui sera assassiné à Londres, en exil. Voilà, pour le qui sera assassiné. Et une partie, alors j'ai oublié quel était le nom de l'ayatollah qui s'est opposé à Khomeini et qui était l'aile gauche, en quelque sorte, du clergé. Oui. Bon, ça va peut-être me revenir, mais tout ça pour dire que dans le clergé chiite lui-même, même si Khomeini était bien sûr la figure tutélaire, il y avait des courants qui, sur la question sociale, étaient des courants, on peut dire, socialisants et qui retenaient de l'islam le message égalitaire, très profondément égalitaire, et qui avaient, sur les questions sociales, y compris sur la position des femmes, des positions assez avancées, mais justement toujours en opposition par rapport au code occidental, par rapport au code qui était imposé dans le contexte de l'Iran, et pas seulement de l'Iran, bien sûr, d'une façon autoritaire par le haut, de façon élitiste, et qui n'a jamais pu toucher véritablement les classes populaires parce qu'il était dirigé contre elles, tout simplement. Et justement, pour avancer un peu dans le temps, cette révolution qui a un impact incroyable sur le monde va vraiment tétaniser les puissances occidentales. Totalement. Qui vont, avec l'aide, ils vont surtout soutenir l'Irak dans sa guerre abominable contre l'Iran, sur des fonds de différents territoriaux, etc. Mais en fait, il y a vraiment, il faut que les gens se rendent compte que la guerre Iran-Irak entre 80 et 88, derrière l'Irak, il y a tous les Occidentaux et l'URSS. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la guerre froide et tout le monde est derrière l'Irak contre l'Iran. L'Iran a comme quasi seul soutien la Syrie à l'époque. Bon, ça, je vous laisserai un peu en discuter. Mais donc, il y a cette guerre-là qui finit sur un statu quo, finalement. Il ne se passe rien à la fin. Et il y a plus de 6... Oh, les chiffres sont un peu complexes, faut voir. Mais disons, plusieurs centaines de milliers de façon. Ça, c'est déjà horrible. C'est déjà horrible. Et donc, cette guerre qui arrive vraiment au lendemain de la Révolution et qui va marquer, en fait, l'histoire de l'Iran jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette guerre a duré 8 ans au lendemain d'un changement de régime. Et forcément, ça va impacter un régime, comme tu as dit, qui était d'abord multiple, qui avait plusieurs forces politiques, et qui va par défense nationale face à un envahisseur, qui en plus a utilisé des armes chimiques. On en reviendra à un de ces moments. Et donc voilà, cette histoire-là, j'ai l'impression que c'est un peu l'origine de ce qui se passe depuis aujourd'hui, finalement. Qui veut commencer entre vous deux Peut-être tu veux... Deux choses. Je t'en prie. Après, 79 est une année tournant. À l'échelle mondiale. Alors, je laisse ici l'Europe pour le moment de côté parce qu'il y a deux révolutions très importantes qui se passent. L'une, c'est la révolution iranienne, l'autre, c'est la révolution nicaraguayenne. Ces deux révolutions anti-impérialistes. Et ces deux révolutions vont déclencher une réaction, une contre-révolutionnaire dirigée évidemment par les États-Unis, d'une puissance incroyable. C'est-à-dire à partir de là, vraiment, en Amérique centrale, c'est la Contra, on le sait. Au Guatemala, ça va être quasiment le génocide pour mettre fin, parce que c'était toute l'Amérique centrale en fait qui était en ébullition. L'Amérique du Sud, il y avait des dictatures de toute façon déjà partout depuis les années 70. On avait réglé leur compte aux gauches et au mouvement populaire d'Amérique latine. Et la forme que prend la contre-révolution impérialiste, c'est encourager l'Irak de Saddam Hussein, c'est-à-dire le même Saddam Hussein qui sera après le Hitler contre lequel l'Occident, mais là c'était l'enfant chéri justement des Occidentaux pour faire la guerre à l'Iran. Et il faut aussi se mettre à la place des Iraniens. Certes, le régime va très rapidement évoluer vers un régime répressif. La gauche iranienne sera massacrée, sera véritablement massacrée. Pendant la guerre Iran-Irak, d'ailleurs, dans les prisons iraniennes, il y a des véritables massacres. Des véritables massacres. Voilà. De septembre, exactement. France, des véritables massacres de milliers de prisonniers par le régime. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour des gens de gauche, il ne faut pas oublier que nos camarades ont quand même souffert le martyre, littéralement, en Iran, particulièrement dans les années 80. Après, de toute façon, il n'en est plus resté, en tout cas, sous une forme active, sous une forme politiquement active. Voilà. C'était la diaspora. N'empêche que ce régime succède à une dictature sanguinaire qui a été renversée. Il jouit d'un très large appui populaire et il voit se dresser contre lui précisément les Occidentaux qui avaient auparavant soutenu le régime du Shah. Donc, à partir de ce moment-là, l'Iran se sent dans une position de cible, dans une position d'État assiégé. Isolé en plus.
isolé, sans véritable système d'alliance internationale. Bien sûr, l'expansion après de l'islam politique va lui donner des relais et des appuis politiques ailleurs, mais n'empêche qu'au niveau des États, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une reprise du programme nucléaire que le Shah d'Iran avait commencé en 1970. Et Khomeini, dans un premier temps, ne voulait pas continuer le programme nucléaire. Il considérait même que c'était anti-islamique de développer la technologie nucléaire. Donc il était donc il était mis en sommeil, on va dire. Mais évidemment, la guerre Iran-Irak pousse l'Iran à vouloir poursuivre un programme d'enrichissement, si on veut, un programme nucléaire d'enrichissement. Bon, on va continuer juste pour dire que, contrairement à d'autres pays qui ont acquis l'arme nucléaire en cachette, c'est-à-dire sans adhérer au traité de non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Israël, bien sûr, qu'il avait déjà depuis les années 50, notamment grâce à l'appui de la France sous gouvernement socialiste, de la SFIO. C'est parmi les grands exploits de Guy Mollet, le massacreur du peuple algérien, et aussi celui qui a fourni, sous l'égide duquel Israël a acquis l'arme nucléaire. Il expérimentera dans le Sahara algérien grâce à la France. Exactement. Le Pakistan et l'Inde. Alors ça va ensemble. C'est l'Inde qui est pro-soviétique à l'époque. Le Pakistan qui est opposé à l'Inde. Et donc, c'est entre autres avec l'Arabie Saoudite que le Pakistan aura, avec des fonds saoudiens, que le Pakistan pourra se doter de l'arme. Justement, pour passer justement au nucléaire, merci pour la transition. Tu voulais dire quelque chose? Oui, juste par rapport, pour reprendre à cette guerre Iran-Irak qui a été effectivement dévastatrice et qui a marqué vraiment les consciences en Iran. On a en Iran le parti des martyrs, qui constitue vraiment une base de la société très très importante. Les familles des martyrs, qui régulièrement, c'est une partie très importante de la société, vu le nombre de morts. Et c'est un parti qui est légitimiste, on va dire. C'est un parti informel, d'accord, mais qui est une base légitimiste du régime. Il faut avoir ça en tête. On a trop l'habitude en France de voir uniquement femmes, vie, liberté. Bon, tant mieux, c'est une des composantes, mais il y a des tas de composantes en Iran. Et entre autres, les martyrs de la guerre sont une composante. Les familles des martyrs de la guerre, c'est une composante très très importante au niveau du soutien du régime. Mais pour revenir à cette oui, comme tu l'as dit, Statis, la gauche a été absolument laminée. La gauche et l'extrême gauche, il y avait aussi une extrême gauche très importante en Iran. Il y a même eu des débuts d'expérience de lutte armée dans la forêt de Siakal avec les fédéistes des peuples d'Iran, etc. Et c'est le moment où l'Iran fait irruption dans le Moyen-Orient. Et c'est important. Et peut apparaître comme... faut comprendre aussi... L'Iran a déjà une puissance historique, quand même. Oui, mais face aux pays arabes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la guerre, l'Irak a été poussé par les régimes arabes aussi à faire cette guerre. Oui. C'est pas... Bon, l'impérialisme, bien sûr. Et soutenu par l'Arabie Saoudite, par tous les pays du Golfe arabique aussi. Mais bien évidemment, pour ensuite s'occuper de lui, pour ensuite le lâcher. Voilà, effectivement, vous savez, c'est cette espèce de incroyable de machiavélisme. Et donc, Saddam Hussein a été poussé par tous ces pays arabes. Donc, c'est un problème, je veux dire. Il est évident que cela arrangeait bien les affaires d'Israël. Cette dissension qui était énorme parce que c'était vraiment un schisme au sens propre du terme, parce que le mot chiite vient le mot schisme vient du mot chiite. Et on a eu une rupture parmi les musulmans. C'est la première fois où on commençait à parler de chiites. Les gens ne savaient pas du tout ce que c'était auparavant. Peu importe. Mais c'est grave parce que c'est le moment où l'Arabie Saoudite va aussi développer le wahhabisme. Le wahhabisme qui existait déjà, bien évidemment, mais c'est là où, effectivement, en contrepoint de ce soi-disant expansionnisme à la fois perse et chiite, où Saddam Hussein voulait apparaître comme le champion national, le nouveau Saladin, le champion national des Arabes face aux Perses, et en plus défenseur des sunnites. C'est important à comprendre. Et la question de Palestine commence vraiment est très présente, puisque Saddam Hussein se voulait le libérateur, etc. Mais pour l'Iran aussi, cette question de Palestine, elle est importante. Et ça, on en reparlera par rapport à ces gens qui disent que l'Iran, c'est pas important, que c'est un prétexte. Revenons surtout sur le nucléaire. Sur le nucléaire, la France est présente. Ça va être donc il y a ce projet qu'on appelle le projet. Il y avait un projet de construction d'une centrale nucléaire. La France, d'ailleurs, avait fait la même chose avec l'Irak. Centrale qui a été détruite par l'aviation israélienne, la centrale d'Ozirak. Ou Chirac, non, c'est que des hacks. Chirac-Irak, c'était la façon dont la propagande sioniste en France qualifiait Chirac, pour qualifier le fait que Chirac, c'était vraiment l'homme des Arabes. On disait Chirac-Irak. Et donc, cette centrale d'Ozirak, c'est le nom, a été détruite par Israël. C'est en 79, je crois. Revenons à l'Iran.
a été détruite par Israël. Il faut qu'on revienne à l'Iran. Oui, d'accord, non, mais c'est important. C'est important. Il ne faut pas qu'on parte trop dans tout. Oui, mais c'est important de comprendre que Israël intervient à chaque fois qu'un pays de la région veut se doter, et ça n'a rien à voir avec le nucléaire. Et l'Irak avait voulu se doter donc d'une centrale nucléaire civile à l'époque du Shah, avec l'aide de la France. La France vend des centrales partout. Et quand la centrale de commandos Irak a été détruite, d'ailleurs plusieurs techniciens français ont été tués dans le bombardement israélien. Mais donc, il y a un fonds qui avait été créé entre la France et l'Iran, le front Eurodif. Et ce fonds était destiné à financer la création d'une centrale nucléaire iranienne. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça une des causes de la vague d'attentats qu'il y aura à Paris en 86. Le fait que la France va se dédire, et dès l'instant où il va y avoir un changement de régime en Iran, la France va dire qu'elle n'est plus liée à ce projet Eurodif, et elle ne veut pas rendre l'argent qui pourtant appartient bien au peuple iranien. D'accord? Mais il faut le savoir, parce que c'est quand même important de savoir que quand il y a des faits ici, il y a toujours autre chose. Hein. Bon. Et donc l'Iran, effectivement, dans un premier temps, Khomeini ne souhaitait pas. Mais il y a un problème, c'est que très rapidement, les Iraniens sont devant un vrai problème au niveau de leur développement. C'est un pays qui, dès qu'il va sortir, c'est un pays qui a des capacités, en plus qui a des capacités intellectuelles extraordinaires, hein, qui, en dépit de toutes les pertes de la guerre, moi je trouve, s'en remet rapidement, hein, et s'engage dans un programme. Alors, on a trop tendance à penser en France que c'était uniquement une théocratie rétrograde, etc. Mais c'est une théocratie qui a des projets, de modernisation, au sens, on n'a pas affaire aux Saoudiens, d'accord, qui sont dans un traditionnalisme qui fait du surplace. On a des gens qui ont un projet de développement, et c'est cela. Et très rapidement, l'Iran va commencer au plan technique et au plan technologique à réfléchir à un projet. Et ce projet alors c'est une autre forme de modernisation qui n'est plus la modernisation à l'occidentale avec le Shah, et ce projet exige beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que les Iraniens ont calculé, c'est une population très importante. Alors à l'époque, je sais à peu près 60 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Ils ont plus de 90 aujourd'hui. Ils se disent, c'est simple, notre principale ressource, c'est le pétrole. Mais vu notre croissance démographique, dans quelques temps, nous consommerons tout notre pétrole. Et comme c'est la principale source d'exportation, on n'aura plus de revenus. Et c'est comme ça qu'ils vont se convertir à l'énergie nucléaire. Bien qu'effectivement, tu as eu raison de le dire, au départ, ils ne souhaitaient pas forcément. Et ça veut dire donc un véritable programme. Et ce programme est réellement un programme nucléaire civil. Contrairement à ce qu'on dit, on pourra revenir là-dessus, il y a des tas d'éléments qui le prouvent, et pas uniquement les rapports, pas uniquement les rapports de la CIA. Hein. Mais juste pour terminer là-dessus, c'est que cette importance, c'est que l'Iran a besoin de centrales nucléaires. Alors, on peut très bien dire, d'ailleurs, même l'Iran le dit à l'époque, c'est pas forcément, comme on dit, notre souhait, notre premier souhait, mais on n'a pas d'autre choix. Si l'Iran veut se développer, elle est obligée de s'appuyer sur une source d'énergie, et en l'état actuel des choses, il n'y a rien d'autre que le nucléaire. D'autant plus que l'Iran dispose de ressources en uranium importantes. Donc de ce point de vue, l'Iran est autosuffisant au plan de l'uranium. Et avec le troisième élément, c'est le gaz. Mais on en reparlera par la suite, cette espèce d'énorme gisement gazier que l'Iran partage avec le Qatar, mais que le Qatar pompe de façon... voilà. D'accord. Justement, je voulais te faire rebondir sur 2003. Tu voulais peut-être en parler de ça, mais oui, la transparence... évidemment, pour aller dans le sens de Youssef et pour dire qu'il y a en France et d'une façon générale en Occident une image tout à fait caricaturale de l'Iran. La nature du régime est incontestablement répressive. En plus, ce qui s'est formé en plus dans le régime, c'est à la fois un mélange, on va dire, entre une bourgeoisie d'État, parce que l'État contrôle quand même des secteurs importants de l'économie. On sait que les gardiens de la Révolution sont une énorme puissance économique, par exemple, en Iran. Bon. Et puis il y a la bourgeoisie traditionnelle, la bourgeoisie des bazars, par exemple, la bourgeoisie, la bourgeoisie commerciale. Qui a eu un grand rôle d'ailleurs dans la Révolution. Tout à fait, qui a basculé. Je voulais rester sur le nucléaire, moi. Alors, oui, sur le nucléaire, quand même. Il faut dire que l'Iran est une société développée. Il suffit de regarder
par exemple, le développement foudroyant de l'éducation, de l'alphabétisation, notamment de l'alphabétisation des femmes, qui forment 70% des effectifs universitaires. C'est le record. Hein. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui peuvent expliquer le mouvement Femmes-Vie-Liberté, c'est ce décalage énorme entre l'accès massif des femmes à l'éducation et le fait qu'il n'y a pas de débouché pour elles, parce que leur participation dans la population active reste à des niveaux très bas, hein, donc autour de 15-16%. Mais l'émancipation des femmes, en réalité, est en cours. Et ça s'exprime notamment par le fait que la natalité en Iran s'est effondrée. On est officiellement à 1,6 par femme, moins que la France, hein. Très en deçà de tous les pays de la région. Et que la politique nataliste des gouvernements qui visait à restreindre, à assigner les femmes dans le rôle traditionnel, de faire davantage d'enfants. Il y avait même, sous Ahmadinejad, je crois, un des objectifs du régime était d'arriver à 150 millions, hein, si je me souviens bien. Hein, l'Iran des 150 millions, c'était l'un des slogans d'Ahmadinejad. Bon, ça a totalement échoué, en fait, la natalité. Et ça exprime, on le sait, hein, c'est à la fois le résultat du progrès en matière d'éducation, mais aussi de la volonté des femmes de contrôler tout simplement. Il y a aussi un facteur de situation économique compliqué avec des sanctions. Mais je voulais vraiment... excuse-moi, je te coupe, mais il faut vraiment... centrer sur le nucléaire. On reviendra plus tard sur ça, D'accord. Sur le nucléaire. Donc, l'Iran, on l'a dit, ne veut pas développer son programme d'enrichissement nucléaire en cachette. Donc, en 2003, il accepte des conditions assez draconiennes, en fait, hein, que lui proposent les trois Européens, Allemagne, France, Royaume-Uni, et il se soumet à un contrôle, à une supervision et à un contrôle international de son programme nucléaire par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et en fait, pour espérer un allègement des sanctions, hein, c'est ça le deal. Depuis les années 80, pour que les gens... Oui, on a oublié de le dire, mais des sanctions... Depuis des sanctions terribles. Des sanctions terribles, notamment après l'occupation de l'ambassade américaine par les étudiants iraniens, qui a entraîné véritablement un niveau de tension avec les Américains et les Occidentaux très, très élevé. Donc 2003... Voilà, donc 2003, on a cet accord, mais en réalité, les Occidentaux et les Américains ne vont jamais vraiment jouer le jeu, hein. L'Iran demeure sous sanctions. Et pour faire un saut dans le temps, il y a des rounds successifs de négociations. 2015... Les accords de Vienne. Les accords de Vienne. Et là, on pense à un certain moment que ça va être en cours de règlement. Voilà, donc les accords de Vienne, juste pour rappeler, donc accord sur le nucléaire iranien qui va vers la levée des sanctions économiques, parce que les deux sont intimement liés. Accord de Vienne, il faut se dire, c'est quasiment, je crois que c'est G7 plus enfin, je sais plus trop, c'est les 5 pays qui ont la bombe atomique, plus l'Allemagne, plus l'Iran, mais en gros toutes les puissances occidentales, quoi, plus peut-être la Chine et la Russie. Donc c'est vraiment sérieux, quoi. Exactement, exactement. Dans un premier temps, les Américains semblent louer le jeu, mais c'est ne pas prendre en compte ce que veulent les Israéliens, et notamment Netanyahou en personne. C'est-à-dire la guerre avec l'Iran, considérer l'Iran comme une menace existentielle, c'est le dada de Netanyahou depuis toujours. D'une certaine façon, il a construit sa carrière politique là-dessus. C'est-à-dire que l'Israël a un ennemi existentiel. Depuis 1979, c'est l'Iran. C'est comme ça, c'est la spécificité en tant que dirigeant du Likoud, si on veut, par rapport aux précédents dirigeants du Likoud. C'est pas simplement une ligne plus dure sur la colonisation contre les Palestiniens, parce que là, la concurrence est très forte hein, sur ce terrain. Hein. Mais si j'ose dire, la valeur ajoutée de Netanyahou, c'est l'obsession anti-iranienne. C'est vrai. Donc, depuis les années 80, et à chaque fois, il annonce, ça y est, ils vont avoir l'arme nucléaire. Ça y est, ils sont sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Alors, sur le net, on peut trouver des vidéos hein, qui, depuis les années 90, montrent à Netanyahou, avec toujours des documents. Voilà, c'est ça. Ça fait 30 ans que Netanyahou nous dit que... Voilà. Juste une petite plaisanterie, c'est qu'il y a même sur le net actuellement une vidéo qui passe, qui est très drôle, enfin une photo, où on voit des textes bibliques anciens, très anciens, en araméen. Il y a marqué, déjà à cette époque, l'Iran n'était qu'à quelques semaines de fabriquer la bombe. De fabriquer la bombe nucléaire. Donc,
Israël et Netanyahou savent très bien que faire la guerre à l'Iran et détruire non seulement ses capacités nucléaires, mais en réalité renverser le régime existant, hein, c'est ça. Hein, je veux dire, les deux sont indissociables. Je veux dire, le changement de régime, maintenant Netanyahou le dit ouvertement de toute façon. Ouais. Hein, mais en réalité, c'est ça dès le départ. Hein. Le prétexte. Voilà, c'est ça le prétexte. Et Trump, Irak en fait. Voilà, et Trump, qui est encore plus aligné sur les Israéliens que ses prédécesseurs, se retire en 2018 de l'accord. Et c'est ça, en réalité, le point de départ de l'évolution qui conduit à la, guerre, à la guerre actuelle, avec évidemment le fait qu'Israël sent qu'il a les mains libres depuis qu'il a affaibli le Hezbollah en Iran, et surtout depuis le renversement du régime syrien, au Liban, pardon, et depuis le renversement du régime syrien et la mise en place d'un régime, on le voit d'ailleurs maintenant, parfaitement docile aux ordres. Le Monde a titré d'ailleurs son reportage de façon très caractéristique, le mutisme du régime syrien en dit long sur la nature du changement de régime. Hein. Ouais. Donc, bon, même le Monde, voilà. On reviendra sur la Syrie à ce moment, voilà, se rend compte de ce qui est en train de se passer. Donc là, Netanyahou sent maintenant qu'il a les mains libres pour réussir cet objectif qu'il a depuis longtemps. Il a les Américains derrière lui, malgré le théâtre des divergences. Et comme il est coincé en réalité sur le plan interne et qu'il ne cesse à chaque fois qu'il est coincé d'ouvrir un nouveau front, eh bien voilà, le nouveau front qui est ouvert et l'attaque contre l'Iran. Pour rebondir, juste un petit insert par rapport à ce que dit Statis, tout à fait intéressant, juste pour abonder dans son sens, sur pourquoi Israël ne veut pas que l'Iran ait le nucléaire. Mais pas uniquement l'Iran, d'ailleurs, tout autre pays, l'Irak, on l'a vu. C'est pas du tout pour l'arme nucléaire, pour une raison qui est très simple. Quand bien même Saddam Hussein aurait pu fabriquer une bombinette, quand bien même l'Iran pourrait fabriquer une bombinette lorsqu'on arrive à 90% d'enrichissement. Et d'ailleurs, on va expliquer pourquoi l'Iran a 70% d'enrichissement. Mais quand bien même ils auraient cette petite bombinette, elle serait totalement inutile, ils n'auraient pas les vecteurs pour la transporter face aux 200 à 300 missiles nucléaires israéliens dirigés contre toutes les capitales arabes et de pays musulmans aussi. Voilà. Donc ça ne servirait strictement à rien, les Iraniens n'auraient même pas. Donc c'est totalement faux. Et même des gens de la CIA et d'autres officines très gauchistes, hein, comme la disent tous que l'Iran n'a pas d'armes, il n'y a pas de programme nucléaire caché, il y a pas. C'est absolument faux. C'est quand même fort parce que c'est quand même il y a une convergence, pas uniquement, mais même de services occidentaux, enfin de services européens, hein, de services secrets européens et notamment français qui le disent. Donc quand on a un ministre français, Barrot, qui aujourd'hui dit l'Iran a des capacités nucléaires et l'Iran a des missiles capables d'atteindre la France, mais c'est incroyable. Il a été caricaturé avec un long nez de Pinocchio. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas uniquement, donc c'est pas pour la bombe. Pourquoi quoi ? Le développement. Ah oui. Il faut comprendre une chose, c'est que Israël ne supporte pas le développement de pays arabes ou de la région et l'impérialisme en général. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Moi, très rapidement, je fais un petit détour par l'Égypte, c'est très important. Il y a une image qui me revient en permanence dans l'histoire, quand on voit cette volonté, cette détermination occidentale à empêcher tout développement autonome, hein, d'une puissance, des puissances qu'ils considèrent comme étant toujours colonisées. C'est l'affaire de Mehmet Ali, celui qu'on appelait le khedive d'Égypte, Mehmet Ali, au début du 19e siècle, qui a tenté pour une des premières fois de construire une économie nationale. C'est incroyable, hein, sur la lancée de l'expédition de Napoléon. Et d'ailleurs en liaison avec la France, après, pas rancunier. Et la France, pour embêter les Anglais, hein, va aider même les Égyptiens à construire une industrie d'État, avec des filatures de coton d'État, avec des ateliers d'État. Et Mehmet Ali, il a vraiment un projet de développement. Et beaucoup pensent que là, il y avait l'amorce d'un take-off, d'un décollage économique qui aurait pu se produire en Égypte. Ça aurait été considérable, le changement pour l'Angleterre, qui ne peut absolument pas souffrir cela, arrive et va imposer à l'Égypte, aux successeurs de Mehmet Ali, la destruction des ateliers d'État. Ils vont démonter les grandes filatures et ils vont les emmener en Angleterre. Non, mais ça dit tout. Ça dit pour que l'Égypte, qui produisait un coton de très bonne qualité, le coton à longue fibre, eh bien, soit toujours dépendante, etc. Mais c'est cette même politique qui est là. C'est que Israël, la pérennité d'Israël dans l'avenir, Israël voit sur l'avenir. C'est qu'au bout d'un moment, tu as beau faire des paix avec les pays arabes, on voit bien que ça ne tient pas forcément.
Et en tout cas, le but est que l'État d'Israël s'installe dans la région du Moyen-Orient et domine économiquement. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, pour dominer économiquement, l'impérialisme, il engage des fonds, hein, c'est un investissement, Israël. Et donc, il faut absolument empêcher tout développement économique. C'est la raison contre Saddam Hussein. Hein. Et quand bien même il y aura un État arabe qui serait le plus chaud partisan même de l'amitié avec Israël, à condition qu'il ne se développe pas de façon autonome et qu'il reste dépendant. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. On n'est pas uniquement dans la morale ou dans le fait de s'aimer ou de ne pas s'aimer ou dans le fait d'être opposé du côté arabe à l'idéologie sioniste. Au contraire, on est vraiment empêcher tout développement autonome. Oui. Ça, c'est la règle de l'impérialisme. Et un Iran qui maîtrise le nucléaire, c'est un Iran qui peut aller de l'avant, qui a des projets en plus. Donc, c'est aussi un des aspects, je veux dire, hein, bloquer et détruire toute possibilité de développement économique. Je voulais dire que oui, en plus du soutien à la Palestine, hein, bien sûr. Tout État souverain, tout simplement, est inacceptable pour Israël et pour les puissances occidentales dans la région. Ça, tout État, et peu importe son régime intérieur, peu importe s'il est socialiste, socialisant, dictature, etc., ils s'en foutent. Si c'est un État souverain qui n'est pas soumis, qui n'accepte pas totalement les règles du contrôle occidental et impérialiste de la région, doit être éliminé, affaibli, transformé en quelque chose comme l'Irak post-Saddam Hussein. Néanmoins, il faut voir que l'Iran, pour les raisons qui ont été mentionnées auparavant, c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas d'appui internationaux solides, il a même contre lui, hein, on a vu les puissances occidentales depuis le lendemain, depuis qu'il existe, hein, depuis que le régime actuel existe, a des relais politiques importants qu'il a su développer. Le Hezbollah iranien en faisait partie. Il a une ambition de leadership du monde musulman. Oui. Il a une volonté anti-impérialiste, malgré une politique assez opportuniste, hein, il faut le dire, par rapport à l'impérialisme américain. Hein. Et ça, je veux dire, il faut dissiper quelques illusions qui peuvent exister à ce sujet. Concernant l'Afghanistan, ils ont tout à fait joué le jeu. Ils pensaient même se racheter en tant que force qui lutte contre le terrorisme, parce que les talibans étaient leur ennemi, hein, de toute façon, et vice-versa. Hein, l'Iran, voilà. Mais c'était... Voilà. Donc il y a quand même une part d'opportunisme non négligeable, mais l'ambition de leadership du monde musulman va nécessairement de pair avec l'aide à des mouvements qui se battent contre Israël. Voilà. La question de la Palestine fait véritablement partie du projet du régime en place. Ce n'est pas du tout quelque chose... Et c'est une constante, et ça va de pair avec son ambition justement de leadership à l'échelle régionale. Et c'est ça qui, évidemment, suscite la colère des Israéliens, et en particulier, d'ailleurs, comme on a dit, de Benjamin Netanyahou. Donc, il y a quand même une logique dans le fait que depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, dans la tête de Netanyahou, il y a une sorte de domino comme ça qu'il a à chaque fois joué, qui le conduisait à cet objectif stratégique. Et à partir du moment où il a su convaincre Trump de le suivre sur cette voie, ce qui était à peu près joué d'avance, il ne s'est pas privé effectivement d'attaquer. Merci, je vais juste reprendre là-dessus. Après, on passera aux conséquences géopolitiques de la guerre entre l'Iran et Israël. Petit point pour ajouter ce que vous dites sur le nucléaire. Je rappelle qu'en 2017, donc avant que Trump sorte des accords de Vienne, l'AIEA valide les engagements iraniens et donne son feu vert pour la levée des sanctions. C'est-à-dire que l'AIEA, c'est un organisme international. Comme tout le monde peut s'imaginer, il y a quand même une certaine connivence avec les puissances occidentales, comme toute organisation internationale, mais quand même qu'une organisation internationale comme celle-ci, reconnue, dise ça, c'est puissant. Et l'année suivante, bim, Trump refuse. Donc c'est quand même, ça prouve encore une fois ce que vous dites, c'est que la transparence sur le nucléaire iranien. Je rappelle aussi que Trump, quand il revient au pouvoir, relance les négociations avec l'Iran. Encore récemment, on se disait, ça avance bien. Il y avait encore un mois, on disait ça. Dans le même moment, Netanyahou était critiqué pour le génocide. Les dirigeants plutôt reconnaissaient déjà de parler de génocide. Même Macron en parlait, etc. Et là, cette attaque contre l'Iran permet aussi de resserrer les liens un petit peu avec la puissance occidentale, parce qu'en fait, je voulais revenir là-dessus, c'est que tu parles de Netanyahou qui prend comme l'Iran comme un ennemi principal, mais il n'est pas bête, il a choisi un ennemi qui est honni depuis plus de 50 ans aussi. C'est vraiment... et c'est aussi une puissance extrême. Il faut aussi se rendre compte, les gens s'imaginent un peu... le Moyen-Orient, c'est très flou pour beaucoup de personnes, mais si vous voyez un peu une carte, il y a 3 puissances au Moyen-Orient. 3 puissances, c'est la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite.
L'Irak, la Syrie, le Liban, c'est trop petit. La Jordanie, c'est des pays trop petits. Ils ne sont pas assez puissants. Le Koweït, même le Qatar. Alors que l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie... C'est pas un problème de superficie. Non, c'est une question de puissance vraiment historique, économique, régionale. Et ces trois puissances-là sont toujours en compétition, finalement. Évidemment, sur les trois, il y en a deux qui sont soumises aux Occidentaux. Et l'Iran... Et si l'Iran, honnêtement, il faut s'imaginer ça, si on revient à un Iran des Pahlavis soumis aux Occidentaux, le Moyen-Orient, là, c'est la cour d'Israël aussi. Bon, justement, l'Iran, on a aussi l'impression que le Moyen-Orient est déjà un peu la cour d'Israël, parce que je rappelle quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a deux hauts dignitaires, enfin deux hauts dirigeants militaires iraniens qui ont été assassinés en dehors du territoire iranien depuis 5 ans. On a déjà en 2020... C'était Soleimani, dirigeant des forces Al-Quds, donc dirigeant en fait des forces, comme tu dis, des alliés un peu dans la région de l'Iran. L'axe de la résistance. L'axe de la résistance, qui tue à Bagdad en 2020. Donc justement après que Trump refuse l'accord de Vienne. Et là, l'année dernière, c'est en 2024, c'est le bombardement sur le consulat iranien de Damas, qui en fait, on peut se dire... c'est là que l'Iran envoie une centaine de drones vers Israël. On se dit, est-ce que ça va être la guerre? Vous vous en souvenez? On se disait, est-ce que ça va être la guerre entre l'Iran et Israël? La réponse iranienne a été symbolique. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est un peu la suite de tout ça. Et c'est vraiment ce que tu dis, c'est que c'est cette question de domino que Netanyahou imagine bien. Donc, c'est le Hezbollah libanais. En Syrie, il y a beaucoup de milices pro-iraniennes. En Irak aussi. Donc, c'est toute une ligne qui va de Liban jusqu'à l'Iran. Le Hezbollah a été vraiment meurtri depuis l'attaque, depuis l'offensive au Liban, contre le sud-Liban. La Syrie, changement de régime, donc c'est très compliqué. Bon, l'Irak, c'est un pays dévasté depuis plus de 20 ans. Il reste plus que l'Iran, finalement. En fait, là, Netanyahou, il se dit, je vise l'Iran. Et justement, les conséquences de cette attaque-là, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, assez rapidement, si vous voulez bien, parce qu'il y a quelques éléments importants. Il y a eu cette question du détroit d'Ormuz. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu du détroit d'Ormuz. Si on peut avoir la carte, s'il te plaît. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit qui est entre le Qatar et... Un détroit, c'est le deuxième, non, je plaisante. Un détroit... Ah d'accord, j'ai compris la blague. Donc c'est entre... donc on va avoir une carte peut-être... Pour ceux qui ne voient pas trop... C'est la sortie du Golfe arabo-persique. C'est la sortie du Golfe arabo-persique. Donc je crois qu'il y a 20 ou 30% de tout le pétrole... 20% du pétrole qui passe par là. Voilà. Strait of Hormuz, entre Oman, Abu Dhabi et l'Iran. Eh bien, il y a eu c'était une question vraiment essentielle durant cette guerre Iran-Israël, c'est en fait l'Iran a les moyens de bloquer ce détroit. Est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça pour l'Iran de bloquer ce détroit? Parce que j'ai différentes analyses que j'ai lues qui disaient que si l'Iran bloque ce détroit, il bloque aussi la principale source de revenus qui est l'exportation de pétrole. Et c'est aussi un détroit qui est beaucoup utilisé par les pays européens et asiatiques, enfin de la région Asie, quoi. Et pas du tout par les Américains. Les Américains, ils seraient... Du coup, justement, c'est aussi un élément... Oui, mais ça introduit... Je pense que c'est... donc, on sait que le Parlement iranien a voté la possibilité de fermer le détroit d'Ormuz, mais qu'en réalité, il faut l'approbation d'une instance supérieure pour que ce soit effectivement mis en... Voilà, le président voilà. Et puis voilà. Donc, ça veut dire que, pour le moment, c'est une menace qu'ils utilisent. Je crois que c'est une menace qui, tout simplement, veut créer de l'instabilité à l'échelle mondiale, tout simplement. C'est une sorte d'arme qu'ils utilisent pour montrer qu'ils peuvent nuire, qu'ils ont un pouvoir de nuisance. Donc, ça ne fera pas directement les Américains, mais ça introduit un élément d'instabilité internationale et ça place les puissances occidentales devant leurs responsabilités. La Chine, je crois, serait pas mal affectée. Oui, c'est ça, c'est aussi la Chine. La Chine est assez largement... C'est un des éléments principaux. Ouais, c'est pour ça qu'il y a... Donc, ça forcera... Il faut voir une chose, quand même. Je crois qu'on va parler aussi des réactions françaises, mais plus généralement occidentales. En 2018, quand Trump se retire de l'accord iranien, il enclenche en fait la logique qui peut aller, et tout le monde le sait, jusqu'à un affrontement armé, vu que le projet de toute façon d'une guerre israélo-américaine contre l'Iran était déjà là. Était déjà préparé depuis très longtemps. On se doute bien que les Européens qui jouent les grands vertueux, les grands vertueux quand il s'agit Trump, il a laissé tomber l'Ukraine, c'est horrible, il s'entend avec Poutine, c'est affreux, c'est des sortes de dictateurs qui s'entendent entre eux. Au lieu, en 2018, de dire nous allons continuer à jouer le jeu
de la levée des sanctions, justement, de maintenir et donc de sortir justement d'une logique d'affrontement et de montrer que non, voilà, les Européens, contrairement aux Américains, s'en tiennent justement, puisque les Américains unilatéralement ont décidé de se retirer de cet accord. Les Européens pouvaient dire, nous ne l'acceptons pas, c'est la faute de Trump et les États-Unis, mais en réalité, ils ne font rien. Ils se tiennent quoi? Le régime des sanctions continue, et ce qui ne peut qu'encourager l'Iran à supposer que ce soit un objectif légitime. Hein. Pour ma part, je ne le pense pas. Hein. Je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, certains États jugent qui ont déjà l'arme nucléaire et qui tolèrent le fait que d'autres États l'aient développée en cachette, à commencer par Israël, bien entendu, disent « Ah non, vous n'avez pas le droit, la Corée du Nord n'a pas le droit, c'est le 4e État, en fait, hein, qui est sur le point d'avoir l'arme nucléaire ou qui aurait dû l'avoir. » Et maintenant, en Iran ou ailleurs, il y a des gens qui disent « Mais la grande erreur des Iraniens, c'était de ne pas avoir fait comme les Coréens, comme les Nord-Coréens, c'est-à-dire de développer justement l'arme nucléaire. Et là, ils auraient ils auraient un pouvoir de dissuasion. Mais non, le régime aussi, il faut dire, parce que les sanctions pèsent quand même, hein, parce que les problèmes internes du régime et la contestation populaire et la crise populaire conduisent notamment à l'intérieur de l'élite dirigeante iranienne. En réalité, on sait que la ligne de démarcation, c'est ça. Hein. C'est entre ceux qui veulent normaliser les relations avec l'Occident pour obtenir une levée des sanctions, améliorer la situation économique interne et décompresser en quelque sorte le niveau de mécontentement social qui existe, hein, parce que la crise sociale en Iran est très importante. Hein. Il y a un appauvrissement de la population, l'effet des sanctions est très important. Bon, pour les gens qui suivent un peu le cinéma iranien, on voit une situation sociale, des inégalités sociales qui explosent, et on voit que la société iranienne est très affectée, hein, véritablement, dans son mécanisme social, dans sa cohésion sociale, on va dire, hein, par ce qui se passe. Donc tout ça pousse quand même vers des concessions. Hein. Les Européens, à supposer qu'ils soient si vertueux, auraient pu justement jouer là-dessus, jouer la carte des réformateurs, comme on dit, qui justement souhaitent une normalisation, une réintégration en réalité, quitte à mettre le haut là sur les ambitions, entre guillemets ou pas, anti-impérialistes de l'Iran. Eh bien non, soumis aux Américains, ils ont laissé faire, ce qui n'a fait qu'encourager le régime iranien à vouloir poursuivre son programme nucléaire. C'est tout à fait logique. Et encore, ils l'ont fait d'une manière extrêmement mesurée, extrêmement transparente, sans jamais rompre véritablement le cadre de contrôle par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui rend, je veux dire, l'attaque complètement injustifiable. Et c'est extraordinaire qu'il ne suscite pas de condamnation, je veux dire. C'est double standard, ce droit... Qui fait la distinction entre légitime et légal, hein, en disant que, certes, l'attaque n'est pas légale, mais elle peut être légitime. Non, mais c'est absolument incroyable. Mais je vais revenir sur tout ça. On utilise l'impopularité du régime iranien de par sa nature, justement, théocratique, en tout cas hybride, etc., avec évidemment le contexte d'islamophobie galopante qui se développe depuis déjà des décennies et qui, à chaque fois, franchit de nouveaux paliers, pour nous présenter ça comme le véritable diable et justifier l'injustifiable, justement, en l'occurrence. Il y a clairement agression contre un État souverain, sous des prétextes complètement futiles, qui rappellent complètement par leur niveau de mensonge les soi-disant armes de destruction massive que Saddam Hussein... Rappelez-vous, l'anthrax, Colin Powell, 2003, Conseil de sécurité, avec l'anthrax, des fioles, des cartes, etc. Voilà, les installations, les armes chimiques, les toxines. Voilà, je vous présente. Avec ses schémas aussi. Tout ce rideau de fumée, de mensonges absolument éhontés, eh bien, on essaye de nous resservir en quelque sorte une variante de ça pour justifier l'injustifiable. Rebondis et parle du Qatar aussi, je t'en prie, vas-y. Tu voulais parler du Qatar. Alors je réponds juste à une question qui était là. Des gens disent les Américains. Attends, oui. Comment se fait-il que les Américains auraient laissé, malgré tout, l'impérialisme aurait laissé le Qatar, l'Arabie Saoudite se développer? C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ou l'impérialisme. Mais je suis désolé, ils ne sont pas développés. Faut bien faire la distinction. Qu'appelle-t-on un développement? D'abord, ce n'est pas un développement autocentré. Hein. Il y a ce qu'on appelle une apparence de développement. Mais en vérité, ces pays sont extrêmement dépendants. Et aussi bien le Qatar. C'est pas parce que le Qatar rachète le PSG ou n'importe quoi, où il y a des projets faramineux, ou que, je sais pas, on a la tour Bourges, quelque part, la plus haute du monde. Ils veulent en construire encore une plus grande à Damas, il paraît, hein, qui s'appellera la tour Trump. Regardez, c'est ça que l'impérialisme est capable de faire. Mais c'est pas ça, maîtriser son économie. C'est pas ça, maîtriser son économie. Rappelez-vous une chose, c'est que si vous avez par exemple, le gaz, c'est d'abord les raffineries. Enfin, le pétrole, c'est d'abord les raffineries. Hein.
Hein. Le gaz, c'est le liquéfié. Le nucléaire, eh bien, c'est maîtriser toute la filière sans être dépendant, etc. Et le développement, c'est faire des choix de développement, avoir une indépendance. Mais ces pays-là, c'est ce qu'on appelle des cités de sel. Hein. À la prochaine pluie, c'est comme les concrétions de sel dans le désert. À la prochaine pluie, eh ben, elles vont fondre. C'est un développement totalement illusoire. Il ne faut pas confondre la richesse et le développement. Mais attends, encore quelle richesse, encore une fois. Mais bien sûr. La population saoudienne, franchement, c'est l'inégalité la plus maximale possible. Si on parle... Non, mais il faut que... Oui, bien sûr. Ça, la vraie développement économique, c'est que la vie de la population... Oui. Contrairement à ce qu'on pense... Le Qatar, c'est pareil. C'est des esclaves qu'il y a au Qatar. En fait, c'est quasiment un néo-esclavagisme. Les Émirats, c'est un peu différent parce que c'est une population... Mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, ce ne sont pas de véritables développements. Il ne faut pas confondre les richesses et des formes extérieures qui peuvent éblouir certains. Il y a des trottoirs roulants, je crois. Il y a des abris de bus avec air conditionné. C'est extraordinaire. Voilà, je referme la parenthèse. C'est pas ça le développement. Alors, donc on pourra reparler d'ailleurs, faire une émission là-dessus. Tu voulais revenir sur les conséquences géopolitiques, le Qatar notamment, si tu voulais en parler. Alors, oui, je voulais dire que, alors d'abord, il y a d'abord un problème juste au niveau des ressources dont il faut parler, c'est le gisement gazier qui est entre le Qatar et l'Iran. Et ça, c'est un véritable scandale. L'Iran parce que je me suis fait un petit peu briefer sur la question, chose que je ne savais pas auparavant, mais il y a un énorme gisement gazier entre le Qatar et l'Iran, et qui appartient normalement aussi bien au Qatar qu'à l'Iran, hein, et à l'Iran même peut-être en plus grande partie. Et donc dans les eaux, hein, entre les deux. Et il se trouve que l'Iran n'a pas accès, ou très peu, à ce gisement gazier, parce qu'il n'a pas les moyens techniques. Et justement, c'était Total qui était sur l'affaire. Et une des raisons aussi de ces embargos, n'oublions pas, et c'est là où on voit le côté suicidaire de l'Europe, totalement suicidaire, c'est que pourquoi est-ce qu'à un moment l'Europe peut être en contradiction ? Parce que les affaires aussi, ça intéresse l'Europe. L'Iran est un formidable marché. Les entreprises, Tu te souviens des sanctions sur la BNP Paribas ? Mais bien évidemment. Les sanctions faramineuses, je crois que c'était plusieurs milliards de dollars, parce que BNP faisait des... Je crois que... Je me souviens bien ou pas ? Tu te souviens aussi ou pas ? Je ne sais plus, mais c'est des... Je crois qu'il y a des sanctions parce que BNP faisait des échanges commerciaux en Iran. Pas que 5 milliards. Mais pas que BNP. Total, il y avait des tas d'entreprises. Peugeot qui a fermé en Iran, mais c'est absolument... D'ailleurs, ça a mis sur le carreau des ouvriers iraniens, mais aussi en France aussi. Enfin bref, donc c'est absolument incroyable, c'est que l'Europe, c'est un véritable suicide. L'Iran ne demandait qu'à s'ouvrir au plan économique, c'est un marché, il y a une population très importante, il y a un niveau de population... Et ce qui est terrible, c'est que les sanctions d'abord, et tu as raison de le dire... capitaliste, hein, disons-le, c'est pas la Corée du Nord. Non, laquelle, oui. Alors, l'Iran qui aspire un capitalisme d'État, relativement. Ouais. Et c'est ça. Et déjà, ça, c'est énorme et insupportable pour l'Occident. Hein. Même un capitalisme d'État, c'est insupportable. Hein. On veut le libéralisme, etc. Et ce qu'il y a de grave, c'est que l'Europe se fait sanctionner par les États-Unis, parce que les États-Unis, vous l'avez compris, ils veulent le marché exclusif partout. D'ailleurs, une des conditions que Trump voulait mettre au cessez-le-feu, là, c'était que l'Iran signe un accord selon lequel l'Iran ne développera plus son nucléaire. Non, mais alors là, c'est faux, parce que ça fait consensus en Iran en plus. Mais c'est incroyable, cette politique, c'est pire que la politique, ce qu'on appelait la politique de la canonnière. Hein. C'est les États-Unis, et donc qui ont sanctionné à travers l'Iran aussi l'Europe. Et c'est ça qui est ultra grave dans cette affaire. C'est que pour le blocus sur Cuba, mais ils ont sanctionné les sociétés européennes qui faisaient du commerce avec... et on a... BNP a payé 9 milliards de dollars aux États-Unis en plus. Mais bien sûr. Il faut que les gens comprennent que les sanctions, quand on les en fera, on ne paye pas ça à l'ONU ou un truc comme ça. Non. Ils payent directement au trésor américain. C'est les Américains qui récupèrent. Alors je dis ça pour les petits rigolos qui nous disent ouais, il y a un impérialisme américain, mais aussi un impérialisme russe. Hein. Il y en a même qui disent il y a un impérialisme iranien. Vous savez ce que c'est que l'impérialisme ? C'est ça. C'est que l'impérialisme, il est même capable de faire payer des amendes à des pays de la chaîne impérialiste, et ils doivent s'écraser. Puis des amendes énormes. Un droit qui s'oppose. Mais c'est sidérant, c'est sidérant. Je profite pour petite publicité. J'ai deux invités ici de marque qui seront encore là avec moi université d'été pour la table sur l'impérialisme. On aura en plus Daniel Landais et Benjamin Burbomer. Donc là, très bonne transition. Je fais une petite pub en milieu. Hein. L'impérialisme, si vous y comprenez rien, on va essayer de régler cette question. Enfin, régler une partie peut-être, essayer de faire comprendre quelques billes sur l'impérialisme cet été. Et voilà, désolé, je t'ai coupé, mais... Non, je t'en prie. Vas-y. Et donc, il y a cette histoire de ce grand gisement gazier auquel l'Iran, l'ami qui m'a briefé là-dessus, a pris une image. C'est comme si vous aviez une bouteille
de soda et vous avez 2 pailles, sauf qu'il y en a une qui est 100 fois plus grosse que l'autre. Et les deux ont le droit de... sauf qu'il y a une des pailles qui est 100 fois plus grosse, c'est celle du Qatar. Mais actuellement, le Qatar est en train de pomper les ressources de l'Iran, mais des sommes énormes. C'est-à-dire que si l'Iran avait accès à ce gaz, et s'il n'y avait pas les sanctions, l'Iran pourrait devenir vraiment un géant économique dans la région. Quand on voit le dynamisme, justement, au niveau des études scientifiques, l'Iran qui est devenu un des premiers pays pour les nanotechnologies. Comment est-ce que l'Iran, après 44 ans d'embargo, a pu devenir un des... Mais à cause de l'embargo, justement. Ah oui, c'est vrai que ça a poussé l'Iran. Exactement. C'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Compter sur ses propres forces, selon la phrase maoïste. C'est la même chose sur le cinéma iranien, hein, oui, qui est l'un des grands phénomènes culturels de ces... Bien sûr, qui a produit... Exactement. C'est un signe de la vitalité. C'est aussi le fait que ils ont à la fois les moyens, la volonté, mais ils sont aussi obligés de développer leur industrie nationale, leur industrie culturelle nationale. Et c'est une ressource importante, il faut le dire aussi, de légitimation pour le régime. Alors, quand la crise intérieure s'est accentuée, certes, ça crée des problèmes parce que certains réalisateurs se tournent politiquement contre le régime, mais pendant un certain temps, ça arrangeait bien en quelque sorte tout le monde d'avoir des réalisateurs. C'est une vitrine de la vitalité de la société. Et juste pour terminer sur cela, donc c'est tout cet arrière-plan qu'il faut avoir en tête. C'est que le nucléaire, pour l'Iran, donc c'est pas secondaire, c'est pas un gadget, c'est vraiment un outil de développement. Et si jamais les sanctions, il n'y avait plus les sanctions, eh bien l'Iran pourrait, avec Total ou n'importe qui, alors évidemment c'est du capitalisme, on est bien d'accord, mais pourrait, mais peut-être avec la Chine, peut-être avec la Russie, pourrait développer justement, exploiter ce gisement gazier. Et tu avais raison tout à l'heure, Statis, de dire une chose qu'on oublie toujours, c'est que ce grand mécontentement, sans entrer dans le détail d'une opposition, moi je ne juge pas les oppositions, dès l'instant elles ne sont pas liées à l'impérialisme, moi c'est mon principe. Mais les Iraniens ont le droit de s'opposer à ce régime, etc., à la nature, etc., et à réclamer un régime, on va dire, un peu plus... oui, d'accord, ça c'est leur point de vue. Par contre, lorsqu'il s'agit de s'allier à des forces impérialistes, on a vu les dégâts, on a vu surtout le fait que ça n'aboutit jamais à la démocratie. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, l'Irak n'existe plus, la Libye n'existe plus. Donc le problème est aussi simple. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, les sanctions ont joué un très grand rôle dans la totale détérioration sociale. C'est évident que dès l'instant où ça se passe bien au plan économique, je pense que des gens seraient prêts à accepter je ne vais pas dire, tolérer, supporter, voilà, dans quelle mesure. Mais aussi, n'oublions pas aussi une chose, c'est que l'encerclement des pays, et ça c'est aussi peut-être une théorie que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'encerclement des pays ne pousse jamais à la démocratie. Et moi, je pense au régime stalinien, par exemple. Je pense que le régime stalinien, en grande partie aussi, a eu cette dureté parce que l'URSS est complètement encerclée. Et ça, on l'a vu avec tous les régimes qui sont encerclés. Ça ne produit jamais de la démocratie. Au contraire, c'est l'effondrement. Et ceux qui veulent continuer à être démocratiques en dépit de cela, terminent comme le brave Mossadegh ou le docteur Allende, pire encore, ou d'autres. Ça, c'est vraiment une règle. C'est pas du tout avec l'encerclement. Et l'encerclement, au contraire, contribue au renforcement, à l'autoritarisme et à la répression à l'intérieur. C'est aussi une chose qu'il faut dire. Autre chose, je reviens un moment sur l'impérialisme. Pour les gens qui veulent mettre sur le même plan les impérialismes, pour prendre ce terme. Bon, ils négligent complètement ce qu'a dit Youssef, c'est-à-dire l'asymétrie, au niveau militaire. Bon, citons juste une donnée. La Russie, par exemple. Bon, la Chine, d'un point de vue militaire, certes, elle développe beaucoup ses dépenses militaires, son armée, mais jusqu'à présent, elle pèse très peu. Elle a une seule base à l'étranger, c'est Djibouti, et c'est très récent. L'URSS a... L'URSS, justement. La Russie a 7 ou 8 bases militaires, dont presque toutes, sauf Tartous, et sont dans l'ancienne ère soviétique. C'est pour ça que j'ai dit l'Union soviétique. Donc elle a maintenu une petite partie, on va dire, de l'infrastructure militaire qui existait de l'Union soviétique, la Russie actuelle. Les États-Unis ont près de... Bon, tout dépend des comptages, qu'est-ce qu'on compte exactement, mais autour du millier de bases militaires. Rien que dans la région, ils ont 40 000 soldats, ils ont des dizaines de milliers de soldats en Europe. 50 000, partout, 50 000, partout, je veux dire, des dizaines de milliers de soldats en Europe. Les flottes qui sont des bases en déplacement. Des bases en déplacement. Donc, absolument rien, le maillage militaire états-unien est absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité, je veux dire,
même l'Empire britannique, c'était léger d'un point de vue militaire, malgré sa flotte importante, etc. Mais c'était léger comparé à l'énorme infrastructure. Il y a un livre qui a été écrit sur les bases américaines, dont j'ai oublié l'auteur. Rien que la gestion du foncier de ces bases représente quelque chose d'énorme à l'échelle mondiale. On ne se rend pas compte, je veux dire, de ce que ça représente. Et de l'asymétrie entre ça et toutes les autres puissances qui ont certainement des ambitions. Il ne s'agit pas du tout de les présenter comme des anges. Ils sont ridicules à côté. Voilà. Mais c'est complètement asymétrique. Et deuxième chose, on le voit, les sanctions. Les sanctions, c'est avec le militaire, bien sûr, mais c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre puissance qui est capable d'imposer un régime de sanctions un tant soit peu comparable à ce que on sait le nombre de pays qui aujourd'hui subissent des sanctions. Et c'est des dizaines de pays. Le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord, l'Iran. La liste est énorme en réalité. Et ça a toujours été, Youssef l'a dit, l'arme de la contre-révolution. Souvenons-nous de la révolution russe. Bien sûr. Blocus total. Oui, bien sûr. La seule manière qu'avaient les bolcheviks, d'ailleurs, dès les premières années, déjà sous Lénine, de rompre ça, c'était de signer un traité avec, justement, la puissance vaincue de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, le traité de Rapallo, dont les clauses secrètes prévoyaient l'aide soviétique au réarmement, d'ailleurs, de l'Allemagne. Et donc, on a vu des officiers extrêmement réactionnaires, en fait, qui essayaient de sortir de la démilitarisation imposée par le traité de Versailles en collaboration avec des militaires soviétiques. Tout ça pour dire que c'est une longue histoire, elle est consubstantielle à la réalité de l'impérialisme, et ne pas voir qu'aujourd'hui, ce dispositif impérial est dominé de façon écrasante par les États-Unis, et encore plus écrasante parce qu'on voit que les Américains, si j'ose dire, s'écrasent devant la puissance, devant la puissance américaine. C'est une situation qui conduit à ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire au chaos, à un Israël qui est une sorte de monstre complètement incontrôlé, qui ne peut exister qu'en état de guerre permanente. Netanyahou, d'ailleurs, l'a dit, Israël vivra en permanence avec l'épée. Avec l'épée à la main. Avec l'épée à la main. C'est une sorte de Sparte moderne, mais surarmée, et contrairement à Sparte, avec derrière, évidemment, tout le système impérial, parce que Sparte était autosuffisante. D'accord, était autosuffisante. Non, mais j'ai une sensibilité par rapport à Sparte, parce que ma famille qui est originaire de Messénie, c'est-à-dire c'était juste à côté de Sparte, et c'était ceux qui avaient été réduits en esclavage, c'était les Ilotes, les fameux Ilotes, par les Spartiates. Donc j'ai une petite sensibilité, si tu me permets, en tant que grec originaire du ayant des racines dans le Péloponnèse, j'ai une sensibilité par rapport à ça. Donc voilà. Mais donc c'est un État intégralement militarisé. Bon, comme on dit souvent, ce n'est pas un État avec une armée, c'est une armée avec un État. Mais c'est un État qui ne peut exister qu'en guerre, parce que c'est un État colonial, tout simplement. C'est une colonie de peuplement et c'est consubstantiel, c'est structurel. Et maintenant, on voit la courbe qui atteint. Eh bien, voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Qui peut arrêter cet engrenage, en réalité, c'est ça la seule question qui mérite d'être posée. Et la réponse ne peut être que les peuples. Moi, je n'en vois pas d'autres à l'heure actuelle. Alors, si tu me permets. Oui, je t'en prie. Tu voulais dire répondre parce que j'aimerais juste qu'il nous reste, je pense, une trentaine de minutes. Oui, c'est ça. J'aimerais bien parler de la France. Et justement, on parle de l'impérialisme. Il faut aussi parler de l'impérialisme et comme construction au sein d'un État impérialiste comme celui de la France. Ça te va? Tu voulais rebondir, Youssef, ou... Tu voulais rebondir ou ça te va si on passe sur... Non, ça va, non, pas de problème. Je pense que Donc pour parler justement, maintenant qu'on a fait un petit point géopolitique, pour revenir maintenant au contexte franco-français, il y a plusieurs choses à dire. Je vous donne pêle-mêle quelques éléments. Premièrement, évidemment, la réaction de Macron au début qui a dit l'Israël a le droit de se défendre alors qu'Israël a attaqué. En fait, et en plus, et Macron change le droit international. Mais ce qui est fou, justement, tout ça c'est lié au droit international. Mais ce qui est drôle aussi avec Macron, c'est que Macron, moi je pense souvent à Trump comme pirouette. Trump dit une chose A, et le lendemain il dit B, il dit C. Mais en fait, Macron, on a Macron qui est pareil. Il va dire un jour, tout à fait. Il serait le droit de se défendre. Et après, il a dit, mais en fait, non, il faut arrêter l'escalade. Il dit, en fait, j'aimerais bien vous présenter un petit peu les positions de Macron pour ceux qui nous regardent, mais c'est compliqué parce qu'il dit A, il dit B, il dit C, il dit D. Sur tous les sujets. Et c'est horrible. Un jour, il ne faut pas humilier la Russie. Mais oui. Tout le monde lui est tombé dessus. Le lendemain, c'était, ah non, il faut. C'est ça le problème avec Macron. Justement, on a affaire à deux grands instables. C'est ça. En fait, on parle de Trump à l'extérieur, mais regardez Macron, j'ai lu les déclarations de Macron, c'est incohérent.
Et en plus, il est d'une prétention et d'une arrogance c'est ça. ignoble. Tu as tout à fait raison. C'est que ce qui est terrible, c'est sa prétention, son arrogance, sa prétention à tout connaître, son arrogance. Et puis on voit bien à quel point il est sans arrêt. Comment il dit une chose, il dit son contraire le lendemain. Il s'embarque. C'est quelqu'un qui voudrait marquer l'histoire. Mais qui ne marque rien du tout. Je veux dire, ça sera un petit point qui sera complètement oublié, gommé. Mais c'est terrible. On a l'impression qu'il est en recherche de, voilà, comment je pourrais marquer l'histoire par une grande déclaration gaulienne, etc. Voilà, qui marquerait. Non mais Macron, non mais mec, mais accroche-toi, mon vieux, t'as encore du travail. C'est un simulacre. Hein, mais bien sûr. Au sens où le regretté Jean Baudrillard parlait de simulacre, hein, littéralement. Hein, c'est une sorte de Disneyland, si tu veux. Hein, c'est ça. Et en pire, quoi, c'est l'univers fictif. Et je crois que Macron restera comme la figure qui a incarné justement la déliquescence de la puissance française, y compris de la puissance impériale. Oui, tout à fait. Il faut voir que Macron a un ennemi juré, c'est le Quai d'Orsay. Oui, c'est la diplomatie. Il veut d'ailleurs démanteler le corps diplomatique. Et il a les diplomates contre lui. Il le dit. Oui, il le dit parce que, évidemment, c'est un libéral. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des sortes de corps constitués avec une relative autonomie et qui maintiennent une certaine continuité dans une politique de la France qui comporte aussi ses aspects impérialistes, etc. Mais une volonté, on va dire, de relative autonomie. Hein. C'est ça que traditionnellement incarne le Quai d'Orsay. Hein. Par exemple, Hubert Védrine était quelqu'un qui n'était absolument pas, je veux dire, un gaulliste, mais qui incarnait cette vision traditionnelle, on va dire, mitterrandienne, on va dire, de la diplomatie, qui gardait une certaine marge de manœuvre, à l'intérieur, bien sûr, du camp occidental et tout ce qu'on veut, avec la France-Afrique derrière. Enfin, tout ça, on le sait. Mais Macron, il veut démanteler même ça. Mais oui, mais c'est ça le problème, et tu as parfaitement raison, c'est que au moins on avait avant des ennemis qui en valaient la peine. On avait des ennemis, mais moi c'est ce que je dis à chaque fois, on avait des ennemis qui étaient des vrais ennemis. Chirac était un vrai ennemi, alors on pouvait être d'accord avec, même parfois d'accord avec lui. D'ailleurs, on a pu être d'accord avec lui d'ailleurs. D'ailleurs, il n'était pas ennemi surtout. Hein. Mais exactement, et on l'a vu, c'était extraordinaire. Mais bon, c'est ce que j'appelais un ennemi qu'on respecte. Hein, c'est ce que j'appelle un ennemi qu'on respecte. Et je crois même, alors Sarkozy, on voit qui est Sarkozy, mais je crois même que Sarkozy n'allait pas aussi loin que Macron. Il y avait quand même une rationalité chez Sarkozy. Oui, mais la dégringolade a commencé avec Sarkozy et la réintégration dans l'OTAN, notamment. L'OTAN, et surtout, avec Sarkozy, c'était la brutalisation de la société. On a un président qui parle vraiment comme un voyou, une brutalisation. C'est avec Sarkozy qu'on a vu qu'on n'avait plus à faire. On n'était plus dans le même monde. Hein. Mais je crois que Macron est encore pire que Sarkozy. Hein. Et donc, effectivement, c'est ce que tu disais. Jusqu'à Chirac, on avait encore des vrais ennemis. Mais après, on ne sait même plus. C'est complètement mou. Alors, Hollande, n'en parlons même pas. C'est incroyable. C'est une sorte de mur mou contre... Et là Macron, c'est grand guignolesque, mais à une puissance. Alors, ce que je veux dire, c'est que, concernant le Quai d'Orsay, tu as parfaitement raison, c'est des gens qui, comme avec McKinsey, rêveraient de transformer le Quai d'Orsay en agence, en fait, et d'avoir recours à des agences quasiment. C'est absolument incroyable. Et cette politique gaulienne, on en pense ce qu'on veut, il n'y a jamais eu vraiment de politique arabe, mais disons qu'il se voulait un petit peu équilibré. C'était quoi? La règle était la suivante, c'était le premier qui tire à tort. Alors, il y avait la France-Afrique, il y avait tout cela, il y a les colonies, on est bien d'accord. Mais au plan international, cette règle était quand même une règle qui, à mon avis, était à peu près juste au niveau des équilibres mondiaux. Hein. Je veux dire, bon, on a beau dire que voilà, on est contre l'ONU, mais on a besoin d'une forme de régulation au plan mondial. La question, c'est qu'il faut améliorer l'ONU, mais se débarrasser de l'ONU, certainement pas. Or, on va aussi vers cela. Hein. Je veux dire, bon, c'est voilà, ce qui est à l'échelle de la France, on l'a aussi à l'échelle internationale. Je crois qu'il y a des gens, ils n'ont plus besoin de l'ONU. Dès l'instant où l'ONU a été une force qui a été un mouvement très très important pour les pays du tiers-monde dans les années 70, à l'époque où il y avait ce qu'ils appelaient avec mépris la majorité automatique entre les pays socialistes, les pays du tiers-monde et les pays arabes. Il y avait une alliance extraordinaire qui a pu obtenir des choses très importantes en termes de résolution par rapport à la Palestine, et pas uniquement sur la Palestine, hein, sur les droits des femmes. Moi, je reviens à chaque fois là-dessus. Hein, sur la condamnation de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais je vois même sur des sujets comme les droits des femmes. Des conférences à Belgrade, etc., qui étaient absolument des avancées réelles hein, sur les peuples, droit des peuples, réaffirmation, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du recours à la résistance, du droit à la résistance. Tout ça a été obtenu parce que, donc, le but est d'obtenir un ONU meilleur. Hein, et là, on a affaire à une machine impérialiste qui maintenant peut se débarrasser de l'ONU, puisque les sanctions, c'est l'Amérique qui les donne. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'Europe est prête à jouer la victime. Et totalement une victime consentante, je crois que c'est le terme, l'Europe, une victime consentante. Totalement. On n'a jamais vu cela. Alors, de ce point de vue, au niveau du droit international,
Macron est en totale contradiction avec le droit, avec la doctrine gaullienne. Rappelez-vous cette fameuse déclaration de Gaulle qu'on voit sortir en ce moment, juste après l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, après 67, où de Gaulle, avec son ton et avec des petites piques, pas forcément, qu'on n'accepte pas forcément, hein, mais qui disait que simplement cette situation allait entraîner une situation d'oppression, avec une situation de résistance, et donc la guerre à outrance et la guerre pour toujours. Hein. La guerre, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, son idée à lui, pareil, lorsqu'il y a la guerre qu'on appelait la guerre du Kippour, alors il n'apporte pas sa caution à l'activité arabe, même si pour lui, il y avait quand même un juste retour au niveau de la récupération du Sinaï. C'est ce qui ferait que Michel Jaubert, le ministre des Affaires étrangères, dira lorsqu'on rentre à la maison, on a le droit de rentrer à la maison en parlant de l'offensive égyptienne. Donc, vous voyez, c'était quand même une chose qui s'appuyait sur le droit. C'était la France pompidolienne. C'est la France pompidolienne, etc. Et donc, par rapport à cela, oui, c'était les restes du gaullisme, c'était plus le gaullisme. Voilà, une sorte de continuité voilà. du gaullisme. Alors tout cela a été détruit. Toute cette vision des choses. Hein. Et quand Israël attaque, et ça sera pareil, la doctrine pour Chirac, et par la suite qu'on verra avec de Villepin, c'est que la doctrine, c'est, voilà, eh bien tout ça a été foulé, a été détruit, et est en train d'être détruit de façon, mais alors inimaginable. Je ne sais pas si les Français sont conscients de cela, sont vraiment conscients de la façon dont l'image même de ce pays a été complètement abîmée, genre c'est ridiculisé. On a affaire à des pantins qui disent une chose un jour, qui le lendemain disent le contraire. On a affaire aussi à et ce qu'il y a de grave, de plus grave, c'est que, n'oublions pas une chose, c'est que si la France laisse faire cela actuellement, elle le payera diplomatiquement, politiquement, face aux Américains. Elle le payera, et ça va se ressentir au niveau de conditions économiques, de conditions politiques draconiennes, parce que les Américains, enfin en tout cas en l'occurrence Trump pour l'instant, a le sentiment qu'il a un boulevard devant lui, qu'il peut complètement les piétiner. On a vu comment il a ridiculisé Macron plus d'une reprise. On a quand même un Netanyahou dont le fils, c'est son fils, hein, qui a insulté Macron. Rappelez-vous, lorsque Macron a eu la prétention de reconnaître un État palestinien. D'ailleurs, on l'a complètement oublié par la même occasion. Il n'en parle plus. Il a fait le beau pendant quelques jours. On ne parle plus évidemment du génocide qui se poursuit à Gaza. Et le génocide qui se poursuit et le génocide. Mais on a quand même le fils de Netanyahou qui a insulté Macron sans aucune réaction française. On a des policiers français qui ont été malmenés à Jérusalem sans aucune réaction française. Alors, concernant les conséquences, c'est là-dessus que tu voulais qu'on... Je voulais peut-être rebondir sur autre chose, ça ne te dérange pas? Non. En fait, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un article que j'invite toutes les personnes à lire dans le QG décolonial qui en fait reprend le texte d'une intervention de Douria à l'événement Guerre à la guerre ce week-end dernier, qui parle d'ennemis de l'intérieur et ennemis de l'extérieur. Et en fait, c'est très intéressant. Je pense que c'est une analyse qui marche très bien pour le régime iranien. En plus, moi-même, je dis régime iranien, mais avec l'Iran. C'est que l'Iran est un ennemi de l'extérieur qui a été façonné depuis plus de 40 ans avec un orientalisme horrible. On dirait que dans l'esprit des Français, les Iraniens ont des sabres comme Zulfikar à double tranchant, ils ont des turbans et ils sont prêts à déchaîner leur fureur sur Jérusalem, quoi. C'est une folie. Tu peux rappeler comment les grèves de Talbot en 81 parce que c'est des grèves chiites avec les ayatollahs qui étaient derrière les grévistes. Justement, le Premier ministre, déjà, ça a été... Je voulais justement en parler. On parle du régime des mollahs, on parle de l'ayatollah comme si c'était une... Régime des mollahs, donc... Régime des mollahs, on dit régime des mollahs. Un camarade, il y a très peu de temps, me disait que ça ne veut absolument rien dire. Tout veut rien dire. Et il n'y a qu'en France, d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on dit cela, comme régime des mollahs. Mais c'est ce truc islamophobe. C'est un mot un petit peu dégradant, le mot mollah en plus. Oui, mais donc il y a un régime... il y a un cœur islamophobe et un cœur impérialiste qui se mélangent très bien pour créer un ennemi de l'extérieur, pour oublier, pour aussi raisonner avec l'ennemi de l'intérieur, finalement. C'est faire un parallèle entre l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, et les populations nord-arabes, et surtout les populations musulmanes en France, avec en plus comme maillon qui les rejoint, la France insoumise qui est horrifiée, et qui est accusée de soutenir le régime iranien, etc. Donc en fait, ce que je voulais que vous en parliez un petit peu, c'est cette question de l'ennemi de l'intérieur l'ennemi de l'extérieur qui est façonné et qui résonne avec l'ennemi de l'intérieur finalement. Et cette résonance, elle se voit bien dans les médias. Dans les médias, c'est assez fou ce qui s'est passé depuis 10 jours. Plus de 10 jours. C'est cette construction, cette construction de cet ennemi-là, mais qui a aussi parfois des
il y a eu des opposants, entre guillemets, des opposants iraniens qui ont essayé aussi de faire des voix pour contredire ça aussi un petit peu. Mais c'est à chaque fois la même histoire. Je veux dire, on a justifié Milosevic, c'était le nouvel Hitler, donc on a justifié le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN. Avant, c'était Nasser, hein, qui était, je veux dire, ça a commencé avec Nasser, hein, qui était le nouvel Hitler. J'ai relu récemment dans un livre sur la guerre d'Algérie les déclarations de Guy Mollet pour justifier l'intervention à Suez. Justement, le petit Hitler du Nil. Le petit Hitler, derrière lui, c'est l'expansionnisme pan-islamique, si on ne le veut pas. Bon, donc il y a une longue histoire hein, derrière ça. Alors, à chaque fois, des paliers Saddam Hussein qui a été qualifié de nouvel Hitler. Exactement. Donc à chaque fois, c'est la même histoire, avec... Concernant ce qui se passe au Grand Moyen-Orient, dans la grande région, évidemment, c'est l'islamophobie qui franchit à chaque fois. Je veux dire, à partir de 79, de toute façon, on ne cesse de franchir à chaque fois des paliers et des caps dans l'islamophobie. Évidemment, après le 11 septembre 2001. Et on a diabolisé le Hamas hein, pour justifier évidemment le massacre des Palestiniens à Gaza. C'est le Hamas, c'est le grand diable, donc ça justifie n'importe quoi. Et surtout le droit d'Israël de se défendre, n'est-ce pas, contre le Hamas. Maintenant, le régime iranien est de toute façon impopulaire vu toute cette construction. Et tu as raison de parler d'orientalisme. C'est aussi, je crois, pour ça qu'on a essayé avec Youssef de faire quelques digressions pour casser justement cette image complètement monolithique et totalement irréelle en réalité de la société iranienne, qui est considérée véritablement avec mépris, on néglige son niveau de développement, sa culture, la richesse justement de la société qui, comme dans tous les pays, mais c'est un pays développé en réalité, l'Iran. Il suffit de prendre une caméra dans une rue ne peut pas se réduire à la réalité d'un régime, de toute façon. Lequel régime, d'ailleurs, comporte un certain nombre de contradictions internes, et même de paradoxes, puisqu'on a vu qu'il impulse une dynamique de développement qui lui échappe, en quelque sorte, hein, parce que la population qui se développe et la société qui progresse ne peut plus supporter le corset, justement. Et les révoltes incessantes depuis même 2019 et depuis même la vague liberté, tout ça, c'est des résultats de ça. C'est la société qui se développe et qui résiste. Et c'est pas une société qui résiste par appel de phare de l'extérieur, parce que ça c'est un peu... Du tout. C'est aussi ça. Ça c'est la particularité sur laquelle on voudrait revenir. Oui, mais ce qui m'intéresse avec ce côté-là, c'est qu'il y a aussi une énorme arrogance franco-française, aussi peut-être américaine, mais très française, de s'imaginer qu'on peut changer un régime comme ça et que ce qui se passe là-bas est la conséquence de ce qui se passe ici. Alors que, à l'intérieur, les Iraniens, c'est comme les Français, c'est comme les Gilets jaunes, ils ont un régime qui est autoritaire pour diverses raisons, mais ils ont aussi des aspirations sociales, économiques, tout ce que vous voulez, qui ont évidemment des origines extérieures, mais ils sont légitimes par eux-mêmes, en fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir derrière quelqu'un qui leur tape un coup dans le pied pour dire « levez-vous ». Ils se lèvent d'eux-mêmes. C'est orientalisme. C'est pur. C'est vraiment orientalisme, parce que c'est vraiment montrer la personne qui vient d'Orient comme... n'ayant pas de un grand enfant qui un grand enfant, exactement. Apparemment, il faut leur mettre un coup de pied au cul pour qu'ils se réveillent face au régime, comme s'ils avaient que ça à faire, quoi. Ils savent s'y faire eux-mêmes, quand même. Il y a un mythe qui a été construit autour du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a été interprété par les médias occidentaux comme, vous voyez, c'est la preuve, ils veulent être comme nous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que la représentation occidentale, c'est que le rêve de tout individu dans le monde, de leur civilisation. C'est de rejoindre enfin, et de vivre comme nous, voilà, vous voyez. Donc là, ils veulent ça. Alors ce mouvement, il y a une partie qui est effectivement, notamment les pro-rexistes, enfin les... Voilà, il y a pour des avoir classes. suivi le mouvement en son cœur, parce qu'il a quand même une origine très au Kurdistan iranien, il n'y a pas vraiment de forme d'occidentalisation, c'est plutôt une forme vraiment de révolte et contre le régime. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes voilées. C'était pas une question de voile. Ça ne peut pas se réduire. Évidemment pas. Parce que Femmes, Vie, Liberté, ça a une origine, une origine politique au sein du mouvement kurde, qui est une origine même sociale, qui est sociale et pas du tout les femmes doivent se dévoiler et être le modèle occidental. Au contraire, c'est même une pensée décoloniale d'un point de vue, on doit avoir nos propres imaginaires féminins et très loin de l'orientalisme occidental. C'est même plutôt à l'opposé de ce qu'ils disent, en fait. C'est marrant. Et ça a été récupéré, évidemment, par les opposants dont il faut qu'on parle. Opposants pro par la vie,
des fous furieux, il faut le dire. C'est vraiment des gens qui appellent au bombardement de l'Iran, quoi. Ils appellent au bombardement de leur propre peuple, supposément. Il est copain avec Netanyahou, puis il a justifié. Mais je parle aussi même des pros Pahlavi, quoi, tu vois. Le fils Pahlavi. Oui, il passait à BFM TV et le journaliste l'a appelé Monseigneur. Enfin, c'est une folie. C'est Ulysse Gosset. C'est pas n'importe qui. Ulysse Gosset, c'était l'envoyé en URSS à l'époque. En direct, on suit en direct. BFM a montré en direct, je sais pas si les gens voient ça en live, ils ont montré en direct un discours d'une personne qui a pas mis un pied en Iran depuis plus de 40 ans et dont tout le peuple iranien ne veut pas de lui parce que son histoire familiale, c'est que des horreurs sur la population, comme on a parlé. C'est assez dingue quand même. Non, mais ce qui est grave et qui symbolise bien la dégradation d'une certaine caste journalistique, c'est que Ulysse Gosset, qui était quelqu'un qui avait un discours un peu construit, c'était l'inamovible envoyé comme en URSS du temps. Alors, t'imagines un petit peu Ulysse Gosset, hein, enfin post-soviétique, mais enfin qui était un spécialiste de la Russie, etc., qui se retrouve à raconter cette énormité. Il le qualifie de Monseigneur. Bon, il y a un problème de protocole, on n'appelle pas Monseigneur, c'est uniquement dans la hiérarchie religieuse. Mais bon, ça montre à quel point ils avaient formé une sorte de diaspora qui était complètement à la botte. Je crois que là, ils n'ont même pas ça. Alors c'est ça. Ils n'ont même pas l'équivalent. Alors c'est là que je voulais, intervenir. Je crois qu'une certaine opposition iranienne ne tombe pas dans le piège dans lequel sont tombés en Irak, à l'époque, d'être manipulés par l'impérialisme, et aussi en Syrie, où beaucoup de Syriens sont tombés malheureusement, je ne dis pas tous. Et c'est ça qui a fait que les analyses qu'on pouvait avoir sur ce qui se passait en Syrie, il y avait un vrai problème, c'est qu'une opposition syrienne a accepté d'être aux côtés de l'impérialisme. Ça c'est clair, je ne l'invente pas. Alors quand je dis l'impérialisme, c'est où ces relais... Parle plutôt de l'Iran. Alors non, mais je sais bien, mais que la Turquie... Ça c'est des faits qui sont établis, d'accord. En Iran, on ne va pas avoir des hordes, je dis bien, de soi-disant djihadistes qui vont venir de partout pour aller changer le régime de l'extérieur. Parce qu'il y a eu aussi ce phénomène en Syrie. Parce que l'avenir dépend de cela aussi. Moi j'ai l'impression qu'on a en Iran une opposition, disons-le, qui est beaucoup plus patriotique. On va appeler comment nationaliste, c'est pas nationaliste au sens chauvin, mais patriotique, et qui évite cet écueil. J'ai l'impression, autant que comment on puisse le constater aujourd'hui, on a eu sur des plateaux de télévision des gens, on a même eu une altercation de je ne sais plus cette avocate iranienne là qui a renvoyé dans les cordes je ne sais plus qui prétendait, alors c'était sur... Oui, il y a eu des bonnes réactions. C'est news, je ne sais plus si c'est sur VFM, ça passe en boucle, et c'est bien. Et c'est bien en disant on n'a pas besoin de vous pour... voilà, ça c'est quelque chose d'important qui fait la différence avec d'autres. Je vais faire un peu de publicité pour Contretemps, la revue à laquelle je participe. Donc, nous avons mis en ligne aujourd'hui un texte qui a d'abord été publié en anglais, que j'ai traduit, d'un universitaire iranien qui s'appelle Eskandar Sadeghi Borouji, qui enseigne à l'université de York au Canada, qui est un spécialiste de l'Iran et en particulier de la gauche iranienne et qui a des contacts, enfin qui est informé sur ce qui se passe qui est iranien lui-même, ce qui se passe en Iran. Et ce qu'il décrit, c'est que, y compris dans les milieux de l'opposition, c'est un regroupement autour du drapeau. Ouais. Voilà la signification de l'escalade israélienne. Voilà, c'est un excellent article qui permet de prendre la température en quelque sorte de ce qui se passe. Donc il décortique la stratégie américano-israélienne, mais aussi la manière dont la société iranienne réagit justement à ce qui se passe et ce qui tourne notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, je crois que c'est très caractéristique parce que c'est là où la société civile en quelque sorte peut s'exprimer avec moins de contraintes. C'est les images des morts des bombardements. Voilà. On n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de civils morts. Voilà, exactement, beaucoup de civils morts. Donc notamment des photos d'une poétesse qui a été tuée lors des bombardements, d'enfants, de choses pareilles, qui nous montrent que ce qui se passe, c'est que la population comprend que ce n'est pas simplement ou en réalité pas le régime qui est visé, mais l'existence de l'Iran en tant qu'État souverain, indépendant, en tant que nation, tout simplement, en tant que nation indépendante. Et s'il y a une chose que, quoi qu'on en dise, les Iraniens, comme les Cubains d'ailleurs aussi à leur manière, même s'ils n'aiment pas le régime, ne peuvent pas accepter, c'est régresser à une période où le régime était simplement un vassal de l'ordre occidental et n'existait pas en tant que nation indépendante. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut quelque part que ça rentre dans les têtes quand même, que les peuples réfléchissent aussi à ça. Et que même les gens qui sont anticommunistes, qui n'aiment pas Fidel Castro, mais ils savent que si Cuba existe, c'est parce qu'il y a eu la révolution et ce régime, et que
que Cuba existe en tant qu'entité qui peut tenir tête, qui existe sur l'échelle internationale, qui signifie quelque chose. Et je crois que c'est la même chose pour les Iraniens. Oui, certes, et de façon tout à fait justifiée, ils n'acceptent pas un régime corseté, antidémocratique, oppressif par bien des aspects, mais ils ne veulent pas régresser à une époque où devenir comme l'Irak, hein, c'est-à-dire un État non existant, parce que le plan occidental, et ça justement cet auteur le dit, c'est de transformer en réalité, et ça on le sait, c'est la grande spécialité de l'Occident. La balkanisation, oui. C'est la balkanisation du pays, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak. Avec la Libye, il y a deux Libyes maintenant. Voilà, il y a l'Irak, il y a deux Libyes. Ce n'est même plus du state, avec le risque en Syrie. Ce n'est même plus du state building comme on disait avant. Oui, hein, c'est state building. Voilà, exactement. C'est des États effondrés qui n'existent plus et qui ne peuvent gêner en rien justement un ordre et un contrôle. Et non seulement ça, mais juste pour ajouter, c'est qu'en plus, cet objectif chéri qui était la démocratie, ils l'auront jamais. C'est qu'il n'y aura plus jamais de démocratie. Moi, j'en suis convaincu avant très longtemps en Libye, en Syrie, en Irak. On voit qu'il y a même encore des bases américaines, etc. Le drame, c'est que c'est là, en plus. C'est qu'on aura des sociétés déstructurées et il n'y aura même pas cet objectif qui était, soi-disant, l'objectif de ralliement au départ à des interventions, qui était la fameuse démocratie autant qu'on puisse. Mais juste, oui, très court, c'est qu'une fois qu'on a dit tout cela, ça n'empêche pas que le droit international existe, et qu'on doit aujourd'hui, moi je suis absolument contre l'équivalence Khamenei, Netanyahou et idem, parce que c'est rendre un grand service à Netanyahou que de le ramener au simple niveau de Khamenei. Si c'était que cela, on a quand même une entreprise génocidaire. Et il y a surtout le droit international. Donc la France, de ce point de vue, elle doit dire le droit. Ça veut dire que c'est une agression qui est totalement illégale, illégitime. On pourrait faire jouer le chapitre 7 de l'ONU sur menace pour la paix. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une expédition militaire de l'ONU aujourd'hui diligentée contre Israël par rapport à cela. Parce que le devoir de tous les États de l'ONU, ce n'est pas uniquement de dire qu'on n'est pas d'accord, mais c'est de s'opposer. C'est comme pour le génocide. Hein. Normalement, si l'ONU était encore l'ONU interviendrait aujourd'hui contre Israël aux côtés de l'Iran. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'on pense du régime, etc. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est que non seulement la France manque à simplement sa politique traditionnelle d'équilibre, mais la France et l'ONU et l'Union européenne, c'est encore incroyable, hein, devraient être aujourd'hui aux côtés de l'Iran contre Israël, si la charte de l'ONU était respectée. Ça, c'est pas moi qui le dis. Nous recevions Maître Chemillé-Gendreau hier. Elle a qualifié, on pourra le revoir, hein, cette intervention comme étant totalement illégale. Hein, et notre aussi autre professeur qui était présente de droit international, Raphaël Maison, a bien dit qu'effectivement on pouvait éventuellement invoquer le chapitre 7 de l'ONU contre. Donc ça c'est très important à dire, c'est que c'est non seulement une intervention qui est totalement illégale, alors elle est illégitime, illégale, tout ce que tu veux, monsieur Macron, d'accord, mais en plus, elle met en péril la paix dans une partie du monde et les conséquences sont incommensurables. Si jamais cette agression ne cesse pas, les conséquences sont incommensurables. La question est là. Arrêtera-t-on un jour Israël et l'Amérique ou pas? Et la suite, on la sait. Ça va être le chaos, quelque chose, je crois, à la puissance 1000, parce que l'Iran, ce n'est pas la Syrie, parce que la Syrie était complètement, après toute une guerre civile, mais l'Iran, ce n'est pas non plus l'Irak, et l'Iran ne se laissera pas faire, et l'Iran a parfaitement raison de ne pas se laisser faire. Alors, on finit bien tout de suite, là, dans 5 minutes. Juste avant ça, j'aimerais qu'on ait un petit mot pour Gaza, parce que le génocide est en cours, et même nous, quand on est pris dans le feu de la guerre, jamais on n'oubliera Gaza, évidemment, mais on en parle moins parce que la guerre entre Israël et l'Iran est très importante. Mais donc un petit mot peut-être sur le génocide à Gaza, si vous voulez faire, parce qu'il continue et l'objectif de Netanyahou, c'est justement de passer sous silence et de le laisser poursuivre le génocide qui passe à l'heure actuelle par l'arme de la famine. Hein. Je veux dire, ça on le sait, c'est organiser la famine, rendre la vie littéralement impossible, rendre la vie humaine impossible à Gaza dans le but de l'extermination massive et finalement du déplacement de la population sous une forme ou sous une autre. En plus, en s'appuyant sur un groupe terroriste criminel, oui, qui a fait allégeance à Daesh, n'oublions pas. Les gangsters
s'entendent, savent très bien s'entendre. C'était un groupe mafieux qui existait déjà avant l'intervention israélienne, et qui posait des problèmes d'ailleurs aux autorités de Gaza, et qui avait décidé de ne pas, croiser le fer de façon violente, parce que c'était un groupe mafieux et clanique en même temps, ce qui complique les choses. C'est pas simple si c'est uniquement un groupe mafieux. Mais quand ce groupe mafieux est en plus clanique, ça risque de déclencher des guerres claniques, etc. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les autorités de Gaza faisaient attention. Mais là, quand on voit ce groupe qui d'emblée prend fait et cause, c'est ce groupe qui est utilisé comme force supplétive par Israël. Ça a été reconnu par Netanyahou. C'était reconnu par Netanyahou. Ils savent parfaitement que ce groupe avait fait allégeance à Daesh, mais c'est absolument incroyable de voir cela. Aucune réaction. C'est-à-dire que c'est le même groupe qui a fait les attentats à Paris. Ils ont fait allégeance à un groupe qui a fait des attentats à Paris. Et on a un président de la République française qui, par rapport à cela, finalement, non, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, ce génocide se poursuit. Alors, on voit des chiffres qui passent qui sont absolument effroyables sur l'ampleur du génocide. Je ne sais pas quel crédit leur accorder. Mais on parle de centaines de milliers. Enfin, je ne sais pas en tout cas, mais on voit bien que l'ampleur de ce qui se passe est considérable, bien plus importante malheureusement que ce qu'on pouvait imaginer. Et au plan diplomatique, M. Macron qui parlait de reconnaissance, on voit bien qu'il a complètement enterré cette reconnaissance. C'est aujourd'hui, non, 24 juin, je me souviens plus, non? C'était avant, c'était le 17 même, au départ. Ah, d'accord. Bien sûr. Bon, et donc c'est passé à la trappe. Justement, à cause de la guerre Iran-Israël. Et Israël a vraiment joue toutes les cartes, quoi. Oui. La diplomatie mondiale a été même Macron commençait à parler de génocide, etc. Et là, on n'en parle plus, quoi. Oui, alors c'est ça. C'est l'un des buts. À chaque fois qu'un nouveau front est ouvert, ce qu'il semble perdre en quelque sorte comme soutien au sein du camp occidental, en menant la guerre soi-disant contre le Hamas, c'est-à-dire le génocide contre la population palestinienne, et l'accentuation de la colonisation en Cisjordanie, il ouvre un front, et là, justement, voilà, parce que c'est contre le Hezbollah, bien sûr, il faut agir contre le Hezbollah. Oui, vous bombardez la Syrie, oui, d'accord, mais enfin, la Syrie quand même, il faut préserver votre sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer en Syrie, etc. Maintenant, un nouveau front contre l'Iran. Ah oui, l'Iran, c'est le diable, donc vous avez le droit de vous défendre. Donc, c'est aussi à chaque fois un moyen de recréer, en quelque sorte, le soutien qui peut sembler chancelant ou en tout cas flottant. Mais on voit qu'il y a une complaisance quand même, parce que moi, j'aimerais savoir quel est l'intérêt du ministre français des Affaires étrangères à raconter un tel mensonge. Mais c'est quoi son intérêt ? Il dit que l'Iran, alors je cite, l'Iran a des capacités nucléaires, et l'Iran, les missiles iraniens peuvent menacer la France. C'est du niveau de 2003, des armes de destruction massive. C'est effroyable parce que c'est en fait une sorte de trumpisme à la française. Que cherche Macron, parce que c'est Macron évidemment, que cherche Macron en disant cela ? On peut dire juste un mot sur la gauche et sur bien sûr. Réaction. Bien sûr, vas-y. Bon, moi je pense que... qui a suscité un grand débat. On a parlé hier, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Oui, je n'ai pas écouté le débat d'hier, mais bon, ma position en gros, c'est qu'une fois de plus, la seule voix dissonante, ça a été celle de la France insoumise. Pour dire la vérité, je n'ai même pas suivi quelle a été la position du PS et des Verts sur ce qui se passait. Inexistante. Pour moi, c'était simplement inexistante. Bon, dans la position de la France insoumise, je crois que globalement, c'est correct. Je pense que le tweet de Mélenchon, où il mettait sur le même plan, pour les raisons que Youssef a expliquées, Netanyahou et Khamenei, était une erreur. Sa note de blog était bien meilleure. Je crois qu'il disait quand même l'essentiel sur le texte écrit qu'il a publié sur son blog, qui est un bon texte, qui fait notamment très bien le lien entre diabolisation, islamophobie sur le front interne, logique, droit international, que l'Iran est agressé, etc. Donc bon, on a une fois de plus, avec un petit bémol, on va dire, mais une position qui me semble globalement aller dans le bon sens. Bon, Éric Coquerel a aussi pris la parole dans la manifestation anti-guerre et je crois qu'il a dit l'essentiel. Et bon, il faut comprendre que s'il n'y a pas de rupture avec l'alignement atlantiste et l'alignement derrière Israël, rien n'est possible. Enfin, il n'y a aucune gauche digne de ce nom s'il n'y a pas ça, tout simplement. Et bon, là, une fois de plus, on voit bien que les seuls qui font à peu près le job, c'est la France, c'est la France insoumise, même si certains mots ou certaines prises de position ponctuellement, on peut avoir des désaccords, mais globalement, ça ne change rien. Peuvent être critiquables. Merci, monsieur. Ça, c'est la fin de cette émission. Oui, on a fait 1h40, merci encore. Avant de vous remercier, petit point promo, vous êtes là, donc j'en profite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis.
On se retrouvera, nous tous les trois, plus d'autres invités à l'université d'été du 18, 19, 20 juillet. Vous pouvez vous inscrire sur le site du QG décolonial, il me semble. Yazid, c'est bien ça? Je crois sur nos réseaux, sur Instagram. Donc on parlera de l'impérialisme, on reviendra sur ces sujets-là. Bon, alors on n'a pas épuisé la question. Hein. Bien sûr, oui, on pourra parler aussi. Il y aura des développements et éventuellement... De la nation, de l'Union européenne. Voilà, on parlera de tout ça. Du décolonial. Bon, c'est un programme très riche. Exactement. Hein, que je vous invite à J'ai très hâte de discuter de tout ça avec vous. Nous, on se retrouve à Pardonneur. On a fait une émission ce jeudi à 17h pour parler du livre de Ouria Boutelja et Alain Brossat, Clarification. Donc il y aura une émission jeudi à 17h sur Parole d'honneur. N'oubliez pas, on a encore le magazine 3, Petit Blanc, Fascisme Révolution, dont Statis est un des collaborateurs, et Youssef Oussouma aussi évidemment. Et donc magnifique couverture, vous pouvez le retrouver sur notre site. Ensuite, je voulais juste finir sur quoi? Oui, bah, évidemment, pour vous remercier. Mes remerciements pour Youssef Oussouma, merci à vous. Merci Statis. Merci à Yazid et Christophe. Merci aux amis de la technique. L'équipe technique réduite, mais on gérait ça magnifiquement. Et merci. Et bonne continuation dans ce nouveau studio que personnellement je découvre. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'étais à l'inauguration, très bel espace. En plus, c'est tout près de chez moi. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc ça m'arrange, je viens à pied. Et donc, merci aussi aux spectateurs. C'est grâce à vos dons qu'on peut avoir ce nouveau studio qui est plus agréable, je trouve, que l'ancien. N'hésitez pas à faire des dons sur notre Tipeee et nous retrouver sur nos réseaux. Eh bien, c'est bon. Voilà. Si vous avez un dernier mot, si vous voulez. Alors, je voulais juste un tout petit truc. Est-ce que vous pouvez conseiller chacun un film du cinéma iranien? Je voulais dire comme ça, parce que j'adore le cinéma iranien moi-même, mais si vous avez une idée comme ça en tête, sinon tant pis, on fait une émission comme ça. Alors Yazid propose un film, vas-y, je t'en prie, parce que le cinéma iranien est magnifique. Hein. Moi j'ai vu Close Up avant-hier de Abbas Kiarostami, je vous le conseille, excellent. Voilà, film. Magnifique. Ouais. Donc, Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami. Très beau. Et Youssef, un film? Moi je me rappelle jamais de film. Bon bah tant pis. Et moi j'étais resté quand même sur un des premiers films iraniens, alors il y a très longtemps, dans les années 2000, au début des années 2000. Et donc j'ai oublié un petit peu le nom, mais c'est le prénom d'un gamin. Et la suite, c'était Le Petit Étranger. Ça vous dit rien? Non, désolé. C'est un film très émouvant. C'était assez extraordinaire. Et c'est un film sur l'après-guerre Iran-Irak. Je vous laisse le découvrir. On ne peut pas me trouver le titre du film. Le film iranien. Bon. Non, mais je vous assure, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je pensais que Le Petit Étranger, ça vous dit rien? Bon. Il s'appelait. En tout cas, il était extraordinaire. C'était l'histoire d'un gamin. Qui était. Bachou, le petit étranger. Absolument, c'est ça. Voilà. Voilà. Je vous le conseille vraiment. C'est pas un film uniquement pour enfants, mais il est assez extraordinaire parce qu'il était vraiment plein d'humanité. C'est un petit étranger. Enfin, on voit il peut être irakien justement, qui se retrouve perdu en Iran. Et chassé par la guerre, et c'est toute l'attitude de la population. Il est assez extraordinaire. J'aime beaucoup ce film. Où est la maison de mon ami de Kiarostami? Ouais, ils en ont parlé aussi. Ouais. Bon, c'était très bon film. Merci encore. Je vous remercie encore. Et on a un cinéma qui est extraordinaire. Ouais, magnifique. Merci encore. Merci à tous et merci encore à l'équipe. Merci les amis. Désolé, c'était un